Bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, pour un autre épisode aujourd'hui, épisode numéro 80. On va parler de psychologie, on parle pas de psychologie, on parle de motivation au travail. Ça inclut la psychologie, pardon. Et je reçois pour l'occasion Jacques Forêt, qui est psychologue du travail ou psychologue organisationnel, que j'avais déjà reçu lors de l'épisode 11, où on avait parlé de la psychologie de la motivation. Aujourd'hui, on applique, on discute spécifiquement de la motivation en lien avec le travail. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est motivé ou non au travail? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème de motivation au travail? Comme employé, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter ma motivation? Comme employeur, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la motivation de nos employés? C'est quoi la responsabilité individuelle de l'organisation, des employeurs, des gestionnaires dans la motivation des employés en général? C'est quoi le rôle de l'argent, du salaire, des bonus sur le bien-être au travail, le bonheur, la satisfaction et sur la motivation? Bref, on fait un tour d'horizon de la question, sujet qui est extrêmement passionnant. Jacques Forêt, c'est vraiment son expertise. Il fait de la formation dans le domaine, il enseigne, il fait de la recherche. Vraiment très content d'avoir eu l'occasion d'en jaser avec lui. Et voilà, donc je vous laisse sans plus attendre apprécier cette conversation sur la motivation au travail avec le psychologue Jacques Forêt. Bon, alors, on est parti ce matin pour un épisode avec Jacques Forêt. Comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation au podcast. Ça fait plaisir. Tu as fait partie de ma première batch d'invités à l'été 2020 quand j'ai lancé le projet. En fait, tu étais reçu pour l'épisode 11. On avait parlé de la psychologie qui entourait la motivation. Un épisode qui, à ce jour, demeure un des plus populaires et un de ceux parmi lesquels on me parle le plus. Je pense beaucoup parce que c'est des concepts qui ont été mis comme concret pour quelque chose de peut-être abstrait. Fait que la motivation, des fois, je pense que les gens, on a toujours tendance à parler de motivation. Je suis pas motivé ici, je suis pas motivé pour ça. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça se mesure, ça s'améliore et on a des façons en fait, d'étudier ce phénomène-là pour mieux la comprendre. Puis aujourd'hui, on va vraiment parler de concrètement la motivation au travail. On va comprendre c'est quoi le lien avec la santé. Puis, c'était tout naturel de te recevoir pour la deuxième fois. Donc, rapidement pour te présenter, tu es professeur-chercheur à l'ESG l'UQAM. Donc, dans le fond, je te laisserai en fait peut-être faire un tour d'horizon de grosso modo tes intérêts de recherche et à quoi ressemble une année typique en termes de séparation de tes tâches puis de tes différentes activités professionnelles. Excellent. Donc, moi, je suis prof à l'ESG UQAM. Donc, ma première job, entre guillemets, c'est d'être prof. Ça inclut 3 jobs à être prof. Donc, c'est du 3 en 1. Premièrement, il y a l'enseignement. On doit donner des cours. Donc, j'enseigne au bac, à la maîtrise, au doctorat, soit à l'ESG, mais je suis aussi prof externe au département de psychologie. Fait que je fais de l'enseignement aux 3 niveaux. La grosse partie d'un prof, ce qui fait la différence entre un prof et un chargé de cours, c'est la recherche. Donc, de créer de nouvelles connaissances, de les publier, de les diffuser, que ce soit dans des articles, des chapitres, des livres ou des congrès. Donc, ça, c'est une portion, moi, qui m'est très chère et dans laquelle je m'investis à fond. Puis la troisième tâche, c'est service aux collectivités qui peuvent être internes ou externes. Interne, c'est par exemple faire des comités de bourse, gérer un département, gérer un programme, donc s'assurer que l'université fonctionne bien. Puis service aux collectivités externes, c'est par exemple être ici. Oui, du rayonnement. Du rayonnement, exactement. Donc que ce soit des interventions dans les médias et tout ça. Donc ça, c'est les 3 tâches de prof. Moi, je suis psychologue et CRHA. Donc CRHA, c'est conseiller en ressources humaines agréé. J'ai la chance d'avoir ce titre-là parce que j'enseigne dans les programmes reliés aux ressources humaines. Donc, je n'ai pas étudié en RH, mais parce que j'enseigne en RH, je peux avoir ce titre-là. Et mon titre principal, moi, j'ai étudié en psychologie. Mon doc puis mon postdoc, c'est en psychologie. Je suis membre de l'Ordre des psychologues, puis c'est un titre que j'apprécie énormément parce qu'on rend visible ce qui est invisible. Donc, c'est un peu les 3 tâches que je fais dans ma job de prof, puis les 2 titres professionnels que je possède. Puis, j'insiste, parce que toi, tu es très humble, puis tu vas pas nécessairement le mentionner, mais tu es vraiment un kingpin, entre guillemets, dans ton domaine et dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Tu es très en demande et je suis très content d'avoir la chance de te recevoir. Puis on a la chance de se connaître aussi dans la vie personnelle. Donc, bref, ça me donne cet accès direct à ton cerveau incroyable. Puis on a des atomes crochus pour la curiosité éternelle des connaissances. Puis la motivation, c'est quelque chose qui, bref, fait partie de ma job au quotidien. Mais ça touche tout le monde au final. Fait que j'ai bien hâte d'aborder. Puis surtout, le fait de parler de motivation au travail, ben,
tout le monde à peu près travaille et tout le monde se questionne des fois sur ses motivations à travailler. Fait que je pense que ça va être un tour d'horizon très intéressant sur le sujet. Si on commence, puis peut-être en petite parenthèse avant de commencer, j'invite les gens à écouter l'épisode 11 qu'on a fait parce qu'on a vraiment mis la table pour comprendre c'est quoi la théorie derrière la motivation et la psychologie de la motivation et on refait pas un tour d'horizon de A à Z, disons, sur le sujet. Donc, on part de ces prémices-là, bien qu'on va faire un petit résumé. Donc, je pense vraiment que l'épisode 11, c'est comme un prérequis avant d'écouter celui-ci. La première question que j'aurais pour toi, puis moi, mon podcast, ça s'appelle Parle-moi de santé. Je parle de santé, c'est à ça que je m'intéresse. C'est quoi le lien entre la motivation au travail et la santé en tant que telle? Le lien, si on parle de santé de manière générale, si on prend la définition de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la relative absence de symptômes négatifs et la présence de symptômes positifs. Donc, l'erreur, quand on parle de santé, par exemple, au Québec, on parle du système de la santé, mais c'est plus un système de gestion de la maladie ou de la détresse. Ce qui est pas mal, mais il faut juste avoir la bonne sémantique. Donc, la santé, c'est je ne vais pas mal et je vais relativement bien, que ce soit au niveau physique ou psychologique. Donc, moi, en étudiant en psychologie, l'aspect psychologique est particulièrement important, mais le physique est jamais très loin. À titre d'exemple, on a un projet de recherche qu'on fait actuellement où on demande aux gens certaines variables psychologiques où c'est auto-déclaré, auto-rapporté. Donc, je déclare comment je me sens. Est-ce que mon autonomie est frustrée? Est-ce que ma compétence est satisfaite? Donc, on demande aux gens de le déclarer. Une des critiques qui est adressée quand on essaie de publier avec ces données-là, c'est est-ce que l'être humain est un bon juge de comment il se sent? Oui, absolument. Donc, pour suppléer à ça, on a des mesures d'électrophysiologie cardiaque. Donc, on a la variabilité du rythme cardiaque, qui est le degré d'écart en millisecondes entre les battements. Un cœur en santé est flexible. Il peut battre parfois court, des fois long. Puis, un cœur qui est un métronome, c'est un peu un indicateur de stress. Donc là, on a un projet de recherche où on a des données plus objectives de santé physique avec l'électrophysiologie cardiaque et des données subjectives auto-rapportées. Donc, quand on parle de santé, moi, j'aime à dire que c'est tout ça en même temps. C'est la tête, c'est le corps, c'est comment on se sent et il faut à la fois peu se sentir mal et beaucoup se sentir bien. Puis certaines méta-analyses vont montrer que la théorie de l'autodétermination est bonne pour parler de santé à la fois physique et psychologique. C'est intéressant ce que tu dis. De un, ça me fait vraiment penser à un parallèle. Je ne savais pas que cette mesure-là, la variation de la fréquence cardiaque, était utilisée en psycho parce que c'est extrêmement d'intérêt en ce moment dans le sport d'endurance, comme une meilleure mesure peut-être pour évaluer un moment où on doit ajuster l'entraînement de quelqu'un parce que ça fait état de la fatigue du système nerveux aussi. Et exactement. Tout ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, ce parallèle-là. Et de deux, j'ai eu la chance d'enseigner un cours cette année à l'université pour la première fois. En fait, la première fois, ce cours-ci. Puis c'était pour parler de diversification de la pratique en physiothérapie aux étudiants et étudiantes en physio à l'Université de Montréal. Puis j'ai parlé de la théorie de l'autodétermination. Puis en fait, ça m'a fait plonger un peu dans le monde de la recherche sur qu'est-ce que ça dit, le lien entre le bien-être au travail puis la santé. Puis j'ai été je suis pas choqué, mais très surpris de voir à quel point c'est un sujet qui est grandement étudié. Là. Donc, il y a des centaines et des centaines de publications. Donc, clairement, il y a du monde qui se pose ces questions-là régulièrement. Ça, c'est clair. On utilise aujourd'hui le modèle, la théorie de l'autodétermination pour parler de motivation. Toi, tu es un chercheur qui utilise ce modèle-là. Est-ce qu'on a d'autres modèles pour mieux comprendre comment la motivation fonctionne ou en ce moment, c'est vraiment, entre guillemets, notre gold standard à l'international pour parler de qu'est-ce qui explique les différentes façons d'être motivé, qu'est-ce qui explique les différentes sources de motivation? Bien, la théorie de l'autodétermination, ce qu'elle a comme avantage, c'est que ça fait 50 ans qu'elle est là, ce qui n'est pas le cas de tous les modèles. Donc, 5 décennies à son actif, donc c'est quand même relativement puissant. Moi, j'ai la chance d'être un peu comme le porte-parole de cette théorie-là, mais on n'est vraiment pas tout seul. Là, au Québec, on est plusieurs dizaines à l'utiliser. Sur la planète, quand il y a eu le dernier congrès, c'était plus de 600 personnes qui sont venues au congrès. Donc, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller au congrès, fait qu'on peut s'imaginer qu'il y a peut-être 1000 personnes sur la planète qui font de la recherche activement sur ce modèle-là. Est-ce que c'est le modèle le plus largement utilisé? Ça tend tranquillement à le devenir si on regarde le nombre de citations. Ceci dit, ce n'est pas le seul. En même temps, la théorie de l'autodétermination, c'est 6 mini-théories. On ne rentrera pas dans les détails. Ouais. On peut y brancher d'autres modèles qui existent. Comme par exemple, en anglais, ils ont 2 mots pour l'engagement. Ils ont commitment et engagement. C'est 2 modèles assez largement utilisés. Il y a aussi le JDR, le Job Demand Resource Model, qui est un autre modèle, celui de la justice, etc. Mais ce seront soit des antécédents au processus identifié par la théorie de l'autodétermination ou des conséquences. Donc, un grand détour pour dire est-ce que c'est un modèle largement utilisé? La réponse est oui. Est-ce que c'est le seul? Absolument pas. Ce que j'aime, c'est qu'il est relativement complet,
assez robuste, historiquement assez testé. Et il est assez simple à comprendre et il est facile d'utilisation. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'aime tant le publiciser. Là. Pour être sûr que les gens comprennent bien ce modèle-là, on ne va pas le décrire aussi en détail qu'on a fait dans l'épisode 11, mais je veux qu'on rappelle sur quoi il est basé, c'est-à-dire on a 3 besoins psychologiques qui sont des besoins universels. Tu vas être mieux placé que moi pour en parler. Veux-tu juste nous rappeler, grosso modo, c'est quoi ces besoins-là? Tu sais, ton 60 secondes facile pour comprendre la théorie de l'autodétermination pour qu'ensuite on puisse se lancer dans la discussion. Donc, mon 60 secondes facile, c'est de dire le cerveau, c'est comme une bébite qu'il faut alimenter, puis on est mieux avec des fruits et des légumes que de la malbouffe. Ouais. Les besoins psychologiques, si on fait une analogie avec les besoins physiologiques, l'être humain a besoin de boire de l'eau, de manger, dormir, respirer. Si on enlève la nourriture, l'eau et l'oxygène, ça va aller mal assez rapidement. Donc, un besoin, c'est quelque chose que quand c'est là, ça va bien. Quand on l'enlève, ça va mal. Lorsqu'on va au niveau des besoins psychologiques, c'est le modèle de Maslow qui revient souvent en tête, qui était une belle approximation il y a 8 décennies. Oui, qui était comme la pyramide de Maslow qu'on appelait. Là. Exact. Donc, cette pyramide-là a évolué et les recherches récentes, là, maintenant, sont faites dans plus de 123 pays différents. C'est qu'il y a 3 besoins psychologiques qui sont plus importants que les autres. Il y a des modèles théoriques qui vont jusqu'à 29 besoins. Jongler avec 29 balles, c'est impossible. Ouais. 3 balles, c'est plus facile. Donc, on a identifié les plus importants, ceux sans lesquels tout s'écroule finalement. Exactement. Moi, l'image que je donne souvent, c'est les 3 besoins, c'est comme les 3 pattes d'un tabouret. Un tabouret, ça se tient debout minimalement avec 3 pattes. T'en mets 2 ou une, le tabouret tombe. Ouais. Donc, ces 3 besoins-là sont plus importants que tous les autres. Lorsqu'ils sont satisfaits, ça augmente les qualités d'orientation motivationnelle, ça amène des conséquences positives dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps. Quand ces 3 besoins-là, autonomie, compétence, affiliation, puis on va les définir un petit peu, quand ils sont frustrés, ça diminue la qualité de tes motivations, ce qui amène des conséquences soit mitigées ou négatives dans ta tête, dans ton cœur, dans ton corps, dans tes actions. Donc, les 3 besoins, c'est ceux d'autonomie, de compétence, d'affiliation. L'autonomie, c'est pas la liberté ou l'indépendance, c'est de percevoir des choix à l'intérieur de certaines règles et limites qui sont naturellement acceptées. Donc, c'est un peu l'authenticité, l'autodétermination, la capacité de faire des choix, mais c'est pas je fais ce que je veux quand je veux. Ça, c'est un problème qu'il faut régler au niveau des définitions. Un des exemples que tu donnes et que j'ai récupéré, c'est l'exemple de la voiture, dans le sens que c'est pas nécessairement toi qui décides où vous allez en voiture, mais tu es d'accord avec la direction qui est prise. Genre, ouais, le GPS, il te dit où aller, tu as le droit de décider où tu veux. C'est ça. Le GPS, il va te suivre. Ou à l'intérieur d'une organisation, c'est pas nécessairement toi qui prends toutes les décisions, mais si les décisions, ça fit avec tes valeurs, ce que tu as envie de faire, puis ce que tu aimes faire, ben tu peux être parfaitement autonome. Ton sentiment d'autonomie peut être comblé. Exactement. Donc ça, c'est l'autonomie. La compétence, c'est est-ce que je mets des efforts puis ça mène aux résultats escomptés. Et l'affiliation ou l'appartenance sociale, c'est est-ce que j'ai minimalement des relations interpersonnelles mutuellement satisfaisantes. Donc là, on a pris plus que 60 secondes, mais c'est correct. Le gros morceau de la théorie de l'autodétermination, c'est l'être humain a 3 vitamines qui sont importantes pour tout le monde, partout, puis tout le temps. Fait que si tu as tes vitamines au travail, à la maison, tu vas avoir une vie pleine et entière. Si tu n'as pas tes vitamines ou même tu as une alimentation psychologique de mauvaise qualité au travail, à la maison, bien, ça va aller mal. Et si tu as des déséquilibres nutritionnels entre tes sphères de vie, tu vas avoir des déséquilibres psychologiques, émotionnels, physiques et comportementaux. Donc, le gros morceau, moi, que j'aime le plus diffuser sur la théorie, c'est ces 3 vitamines-là. Et la phrase magique, c'est qu'il y a universalité sans uniformité. Tout le monde a ces 3 besoins-là. Il n'y a aucune question. C'est comme de dire l'être humain a besoin de respirer. Il n'y a pas un endroit sur Terre où est-ce que les gens se privent d'oxygène. C'est la même logique avec les 3 besoins. Tu as les 3 besoins, j'ai les 3 besoins, mais nos façons de les satisfaire sont éminemment individuelles. Puis l'art d'être un bon coach, d'être un bon prof, d'être un bon parent, d'être un bon gestionnaire, c'est de savoir, la personne en face de moi, elle a ces 3 besoins-là, mais comment je peux les satisfaire chez cette personne-là? OK. As-tu l'impression, ou en fait, est-ce qu'on a des données par rapport à comprendre si la motivation en tant que telle au travail a diminué dans les dernières années? En d'autres mots, est-ce qu'on est moins motivé à travailler qu'avant? Est-ce qu'on est capable de répondre à cette question-là? Il y a certaines évidences qui donnent des éléments de réponse. Il y a la firme Gallup aux États-Unis qui a souvent des données de très large volume. Là. Ils ont des données populationnelles là, sur des vastes échantillons. Puis ils vont souvent classer les pays. Et ce qu'on peut constater, c'est que certaines variables peuvent pousser la qualité de l'engagement à la baisse ou à la hausse. À ta question, est-ce que globalement, il y a une baisse?
j'aurais pas d'éléments à cet égard-là. Mais on a clairement des données qui disent si certains de ces éléments-là sont là, ça va moins bien. Puis si d'autres éléments sont là, ça va aller mieux. Ça, on a des données là-dessus. Mais non, à ta question, je ne saurais pas y répondre. Puis, en lien avec ça, une des choses qui est rapportée souvent ou qui est discutée dans les médias, que ce soit avec des articles de journaux, c'est la fameuse différence entre les générations par rapport à la motivation au travail. Oui. Qu'est-ce que les données nous disent par rapport à la question suivante? Est-ce que c'est vrai que, entre guillemets, la nouvelle génération est moins motivée? Parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à entendre. La réponse est non. Il y a 3 méta-analyses qui sont sorties dans les dernières années qui cherchent des différences générationnelles et si elles en trouvent, elles sont explicables par des variables confondantes. Par exemple, tu rentres sur le marché du travail puis tu veux t'acheter une maison puis tu te rends compte que la maison, elle coûte 60 fois ton salaire annuel. C'est normal que l'argent devienne une considération dans tes choix d'emploi. C'est pas ta génération qui l'explique, c'est les conjonctures du marché. Donc, lorsqu'on trouve des différences générationnelles ou lorsqu'il y a des consultants grand public qui parlent de ces différences générationnelles-là, c'est des demi-vérités puis des demi-mensonges. En ce sens que si on regarde anecdotiquement, il y a certains groupes qui ont des différences. L'exemple d'acheter des maisons, là, moi je le vois, là, moi ça fait 17 ans que j'ai acheté ma maison, c'est moins un souci que pour mes jeunes collègues. Est-ce que c'est dû à leur génération? Absolument pas. C'est le contexte dans lequel ils sont. C'est le contexte. Puis ça, c'est difficile pour l'être humain d'éviter ces raccourcis-là. Ouais. Que ce soit l'âge, que ce soit l'orientation politique, que ce soit la génération, l'être humain aime prendre des raccourcis parce que c'est facile à comprendre. Mais est-ce qu'il y a des différences générationnelles? Nous, on a mesuré les motivations ou on a les items pour les mesurer dans 27 langues différentes et il n'y a pas de différence d'âge. Donc, si on s'attarde à l'âge, il n'y en a pas vraiment de différence. Là. Donc, en d'autres mots, si en étudiant les motivations à travers différentes générations, on observe des différences, si on regarde les contextes économiques, politiques, sociaux dans lesquels qui évoluent finalement, on verrait que ça explique probablement mieux les résultats obtenus finalement. Exactement. OK. Maintenant qu'on comprend un peu ces différentes vitamines en lien avec la motivation, c'est quoi des signes ou des symptômes classiques ressentis d'un problème de motivation au travail? En d'autres mots, si moi j'ai un problème de motivation au travail comme employé, qu'est-ce que je risque de ressentir, de vivre? T'sais, comment on décrit ça? On va reculer d'un pas, puis après, on va avancer de 2. La motivation, c'est la direction, l'intensité puis la persistance de tes comportements. C'est une énergie. Là où la théorie de l'autodétermination est particulièrement utile, c'est qu'elle décrit le gradient de qualité de tes motivations. Si on va de la meilleure qualité à la moins bonne qualité, on a le plaisir, la personnalité, le sens, les pressions internes, les pressions externes et l'absence de motivation. C'est comme le spectre là, de la qualité des motivations. C'est le continuum d'autodétermination. Donc, les mots scientifiques, c'est intrinsèque, intégré, identifié, introjecté, extrinsèque, puis démotivation. Donc, est-ce que je fais quelque chose parce que c'est le fun, que ça fait partie de moi ou que je trouve ça important? Ça, c'est le spectre des motivations qui sont de qualité et qui amènent des conséquences positives, par exemple, au niveau psychologique. Tu es concentré. Tu n'as pas de distraction. Tu as un lien continu entre tes ressources puis la job à faire. Au niveau émotionnel, tu as plus d'émotions positives que d'émotions négatives. Au niveau comportemental, tu fais ton travail. Tu vas même parfois au-delà des attentes parce que ça te plaît, tu trouves ça important. Donc ça serait le faisceau des conséquences positives des motivations avec des motivations de qualité. Si une personne est principalement animée par son ego, l'orgueil, la réputation, se prouver à soi-même qu'on est capable. On veut accéder au prochain palier, on veut le nouveau bonus, on veut changer de voiture pour flasher aux voisins. Ce spectre de motivation-là va amener des conséquences mitigées. C'est comme si on appuyait sur le gaz puis sur le break en même temps. On va avoir des émotions positives, mais aussi des éléments négatifs, comme des émotions négatives, de la distraction. On va faire le minimum dans nos tâches. On va parfois contourner les règles pour accéder aux récompenses. De tricherie. Tricherie, mensonge, sabotage, etc. Puis le pire serait la démotivation, ou est-ce que c'est relié à l'épuisement? Donc, pour revenir à tes questions, comment on peut distinguer certains problèmes de motivation? C'est souvent dans les manifestations de motivation de mauvaise qualité. Donc, au niveau cognitif, on va avoir plus de distraction que de concentration.
Au niveau émotionnel, on va avoir plus d'émotions négatives que de positives. Au niveau de l'énergie, que ce soit psychologique, émotionnel ou physique, on va plus dépenser d'énergie qu'on est capable d'en récupérer, ce qui peut nous fatiguer à moyen long terme. On va épuiser nos différentes filières énergétiques avec la difficulté de récupération. Au niveau comportemental, non seulement on va émettre le minimum, mais on peut parfois être tenté par des comportements, en anglais on appelle ça des corner cutting behaviors. Là. Est-ce qu'on coupe les coins ronds? Est-ce qu'on ment sur les règles, etc. Donc, les manifestations, qu'elles soient comportementales, émotionnelles, cognitives ou physiques, c'est souvent des indices pour détecter la qualité des motivations. Est-ce que c'est quasiment une prédiction assurée? C'est-à-dire, est-ce que c'est tellement solide ce que c'est en fait, les comportements ou en fait les moins bonnes motivations, là, comment tu les as appelées? Les qualités de motivation? Oui, qualité de motivation, oui. Bon, donc, les motivations de moins bonne qualité, de façon répétée et dans le temps, est-ce que c'est quasiment prévisible? Est-ce qu'on le sait que ça oriente vers un coût psychologique élevé ou un indice de bien-être qui va réduire? Ou est-ce qu'il y a des exceptions à la règle qui font en sorte que certaines personnes sont capables de travailler comme ça ou de faire leur choix comme ça toute leur vie? Ben, je vais avoir une réponse recherche puis une réponse pratique. Ouais. La réponse recherche, c'est presque invariablement, on constate qu'une diminution de la qualité des motivations augmente les symptômes négatifs. Ça, c'est assez bien documenté, que ce soit en corrélationnel ou en longitudinal avec différents horizons temporels, que ce soit 2 semaines, 6 mois, etc. Ouais. La tendance est à l'effet que moins la qualité des motivations est présente, plus on a de problèmes récoltés. À ta deuxième question, est-ce qu'il y a des exceptions? La réponse est oui. Il y a tout le temps des gens dans des milieux excessivement toxiques qui vont s'en sortir. Mais ça, c'est des variables qu'on appelle modératrices. C'est qu'ils ont soit des éléments personnels ou contextuels qui leur permettent d'avoir un bouclier ou une protection sur ces éléments-là. Oui, comme des facteurs protecteurs. Exact. Mais indépendamment de ces facteurs protecteurs-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le temps les organisations ou les regroupements sociaux. Fait aussi bien mettre en place des facteurs qui vont aider tout le monde plutôt que l'erreur que je vois souvent dans les organisations, c'est de dire « Hey, regarde, tu vois, j'ai Jean-Guy, mettons, lui, il n'y en a pas de problème. Ouais. Jean-Guy, c'est le seul sur les 150. » Oui, c'est ça, exact. Fait que les gens se concentrent là-dessus où ils essaient de déverser sur le dos des employés la responsabilité de faire face à un environnement qui est toxique. Ouais. Donc ça, c'est peut-être des erreurs que je vois souvent. Oui, effectivement. Puis on ne peut pas utiliser de façon anecdotique ce contexte-là d'une personne qui est bien dans le milieu pour généraliser au fait que le climat et l'environnement de travail est adéquat. Exact. Si on prend les 3 besoins concrètement, compétences, autonomie, affiliation sociale, et on essaie de comprendre dans le travail concrètement, c'est quoi des exemples ou des choses qui vont frustrer ces besoins-là de façon indépendante, et des choses qui vont les satisfaire. Fait que peut-être commençons avec la compétence, puis je ne sais pas dans quel ordre tu veux le faire, si c'est mieux de commencer avec des choses concrètement qui vont satisfaire ces besoins-là versus qui vont les frustrer. Mais commençons avec la compétence. Qu'est-ce qui va faire que la compétence de quelqu'un va être satisfait dans le travail? OK. La compétence, c'est le feeling de je mets des efforts, ça mène aux résultats escomptés, il y a des défis, je suis capable de les surmonter. Donc, des éléments qui peuvent augmenter la satisfaction de ces éléments-là, c'est par exemple, est-ce que j'ai tous les outils nécessaires pour faire mon boulot? J'ai un logiciel que j'utilise, j'apprends qu'il y en a un nouveau qui semble être plus efficace, qui engrange plus de variables puis qui va me permettre de prendre des décisions avec plus d'assurance. Bien ça sera un exemple d'outil qui permet d'augmenter la satisfaction du besoin de compétences. Ça fait 5 ans que j'ai mon emploi, puis je travaille avec mon collègue qui, lui, il est là depuis 25 ans. Mon Dieu, que j'aimerais ça y parler plus souvent parce qu'il y a vraiment des connaissances que moi, j'ai pas. Le mentorat, le mentorat, le coaching, ça peut être des éléments. Est-ce que, par exemple, j'ai certaines fonctions que j'occupe où je suis relativement bien outillé, mais j'ai appris qu'il y a une formation qui se donne, mais il faut que je quitte mon emploi pendant 1 semaine pour aller la suivre. Mon employeur me dit « Parfait, tu y vas. Ça me fait plaisir de t'encourager. » N'importe quel élément qui élargit le champ d'action des gens avec une relative assurance, ça augmente la satisfaction du besoin de compétences. À l'opposé, si on enlève des moyens que l'on avait auparavant, ce qu'on peut voir dans certains types d'emplois où on apprend dans les journaux, mettons, que certains outils qui étaient disponibles, ben, ils ne le sont plus pour cause de coupures budgétaires, par exemple. Donc, les gens ont en eux le feeling qu'ils seraient capables, avec les bons outils,
ça va frustrer le besoin de compétences. C'est comme si on leur attache les mains, finalement. Un peu. Ouais. Ou certains environnements où, anecdotiquement, on va entendre du genre, des gens qui vont dire aux plus jeunes, va pas trop vite, tu vas mal nous faire paraître. Donc, des climats sociaux qui vont empêcher l'expression du plein potentiel, ça peut être des freins aux besoins de compétences. Donc, n'importe quel élément qui augmente la capacité d'agir, c'est bénéfique. Et n'importe quel élément qui va à l'encontre de la tendance naturelle de l'être humain d'exploiter son plein potentiel, ça va frustrer les trois besoins. En tout cas, celui de compétence. Ouais. Tu vois, moi, l'élément principal sur lequel je basais ma façon d'imager la compétence, c'était vraiment l'équilibre entre, une balance entre les défis que j'ai et les outils pour les réaliser. Mais ce que je réalise avec ce que tu décris comme nuance, c'est que c'est pas juste les outils que j'ai puis d'avoir accès à du mentorat, par exemple. C'est aussi, est-ce que l'environnement me permet de favoriser est-ce que l'environnement me permet de faire face à ces défis-là? Oui, exact. Que ce soit par des ressources matérielles, ressources technologiques ou juste mes compétences réelles pour affronter le défi? Bien, si on rentre dans le détail, les défis vont à peu près tout le temps être bénéfiques, puis les ressources vont t'aider à faire face aux obstacles qui sont peut-être plus difficiles. Ouais. Fait que n'importe quel élément qui pousse dans cette direction-là va tirer le meilleur de l'être humain. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est documenté en termes du lien entre le mentorat à l'intérieur d'une entreprise et la satisfaction de ce besoin-là ou même le bien-être des employés à l'intérieur de cette entreprise-là? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui est documenté? Bien, il y a certaines pratiques de gestion comme mentorat, formation, accès à des défis, accès à des ressources. C'est tous des éléments qui sont assez bien documentés. J'ai des collègues, moi, qui se spécialisent dans quelles caractéristiques des programmes de mentorat ont le plus d'effet. Ouais. Ou la façon de faire le mentorat, tu veux dire? Ouais. Oui, ou la qualité du lien entre le mentoré et le mentor, etc. Donc ça, j'ai des collègues qui sont plus ferrés que moi là-dedans. Mais moi, ce que je retiens, c'est que plusieurs pratiques de gestion, dont le mentorat, poussent dans cette direction-là. L'erreur que je vois souvent dans les organisations, c'est de surinvestir quelque chose qu'ils ont vu ailleurs en pensant que ça va s'appliquer chez eux. Ouais. Donc, si tous vos employés ont le même nombre d'années d'ancienneté, ça marche pas super bien le mentorat parce que tu peux pas tirer profit de plus d'expérience pour le transférer. Fait que c'est là que universalité sans uniformité, c'est important. C'est de savoir, parmi le menu cafétéria de pratiques qui existent, laquelle peut s'appliquer chez moi pour tirer le meilleur? Et quand on parle de défis, recevoir ou faire face à un défi, il y a comme différentes façons de réagir, hein, selon les personnes. Il y en a qui peuvent le voir de façon intéressante, puis ça les intéresse, puis ils aiment ça, faire face aux défis. Puis il y en a qui pourraient se sentir submergés ou pourraient avoir tendance à figer. Qu'est-ce qu'on sait du lien entre les traits de personnalité propres de quelqu'un et la capacité de faire face à ces défis-là ou de voir un défi comme quelque chose d'intéressant plutôt que comme une menace? Ça, c'est une bonne question. Moi, mes recherches sont moins dans ce faisceau-là. En même temps, il y en a des recherches. Ce qui est important de savoir, c'est que indépendamment de la prédisposition naturelle de la personne, il y a des gens là, qui mangent, qui carburent au défi, là, puis ils n'en auront jamais assez. Puis il y en a qu'il faut que tu y ailles à petite cuillère parce que rapidement, ils vont faire des indigestions. Indépendamment de ça, c'est, mettons que tu es gestionnaire ou tes collègues, c'est de voir comment chez la personne avec qui j'interagis et son niveau optimal de défi. Ouais. On le voit dans les pratiques parentales ou avec les enfants. Quand on travaille avec des enfants, c'est pas tout le monde qui arrive au même stade de développement, au même âge. Il y a de la variation, puis tout ça. Lorsqu'on est conscient de ça, on ne fait pas sentir l'enfant mal de ne pas être rendu. On le sait qu'il va y arriver, mettons, quelques mois après ses amis. C'est la même chose en contexte de travail. Si on sait qu'on a une collègue qui carbure au défi, on va lui donner les mandats les plus difficiles. Ouais, OK, je comprends. Puis une personne qui y va à petite dose, ça ne veut pas dire qu'on l'économise des défis. C'est qu'on calibre le niveau de défi à sa hauteur optimale pour la personne. Donc oui, il y a des différences individuelles quant au niveau d'interprétation défi versus menace, mais indépendamment de ça, à la limite, on s'en fiche. C'est de dire, est-ce que je connais assez la personne pour lui donner les circonstances optimales? En fait, on individualise la façon qu'on va satisfaire son besoin de compétences. Exactement. Et la façon qu'on va donner les outils pour faire face à ces défis-là. C'est ça. Là, on a parlé de compétences. Oui. Passons à l'autonomie. Parfait. Qu'est-ce qui favorise l'autonomie ou qu'est-ce qui la satisfait versus qu'est-ce qui la frustre? Fait que l'autonomie, juste pour rappeler, ce n'est pas l'indépendance ou le laisser-faire. C'est vraiment la capacité d'agir
à l'intérieur de certaines règles et limites qui sont bien expliquées et librement acceptées. Et c'est aussi d'agir en conformité avec ses valeurs. Donc, on pourrait l'appeler l'autodétermination ou l'authenticité. Donc, qu'est-ce qui va satisfaire le besoin d'autonomie? C'est, par exemple, j'ai l'impression de pouvoir être moi-même au travail. Donc, par exemple, j'ai certaines valeurs qui me sont chères et j'arrive au boulot. Non seulement je n'ai pas besoin de les cacher, mais je peux librement les exprimer parce qu'on m'accueille dans cette façon de faire-là. Donc, je peux être entièrement authentique. Le podcast est présenté par Overview. C'est une plateforme en ligne pour les professionnels de la santé où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Donc, tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. En quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. C'est une ressource fiable, innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques, chose que je valorise grandement personnellement comme physiothérapeute dans mon travail. En plus, Overview, c'est une entreprise menée par une jeune physiothérapeute inspirante ici même au Québec qui veut faciliter la vie des professionnels pour avoir une pratique basée sur les évidences scientifiques. Si tu veux une réduction de 10% sur l'abonnement individuel, tu peux utiliser le code SANTE10, SANTE 10, et tu peux aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. D'autres facteurs qui peuvent satisfaire le besoin d'autonomie, c'est je me sens libre d'exprimer mes idées puis mes opinions. Est-ce qu'on me demande dans un sondage, dans des fiches que j'écris, que je laisse dans une enveloppe ou autre, est-ce que mon boss vient me voir ou est-ce que mes collègues me parlent en disant « Qu'est-ce qui est important pour toi, Alexis, pour ton travail? De quoi tu as besoin? » Donc, la capacité de s'exprimer, la capacité d'être authentique, la capacité de sentir qu'on a des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, aussi petites ou grandes soient ces capacités-là, ça va satisfaire le besoin d'autonomie. À l'opposé, on a la frustration où on va avoir l'impression qu'on doit porter un masque au travail. Donc, j'ai l'impression que je deviens quelqu'un d'autre, que j'embarque dans un rôle qui est vraiment loin de moi-même. J'ai des idées, j'ai des opinions. Non seulement je ne peux pas les dire, mais je sais pertinemment que je dois les garder parce que ça va faire des trous dans la chaloupe ou je ne sais pas quoi. Je ne perçois pas de sécurité psychologique à m'exprimer. On m'enlève des choix que j'avais auparavant. On m'impose des règles et des règlements sans me donner le rationnel. Donc ça, c'est tous des éléments qui vont frustrer le besoin d'autonomie. Puis on contraste toujours satisfaction et frustration. Récemment, il y a une chercheure française qui a rajouté le point milieu qui serait l'insatisfaction des besoins. Donc la satisfaction, je m'émancipe. La frustration, je périclite. L'insatisfaction, ça serait je suis comme pris entre les deux. Tout ce qui est marasme, apathie, ennui, c'est l'insatisfaction. Donc, par souci pédagogique, on contraste souvent satisfaction et frustration, mais il faut savoir qu'entre les deux, il y a comme l'insatisfaction. Donc, l'insatisfaction du besoin d'autonomie, c'est je peux pas vraiment m'exprimer, j'ai pas de choix, mais je sens pas qu'on me tape dessus. Fait que ça risque de générer de l'ennui ou de l'apathie à moyen long terme. Fait que ce serait plus adéquat de placer les gens sur un spectre, dans le fond. Si les gens ne sont pas nécessairement satisfaits ou comblés ou frustrés pour leurs besoins, mais ils pourraient être sur un spectre, puis ce spectre-là, probablement qui évolue dans le temps. Bien, ça évolue dans le temps, puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on a comme une lumière de plus qui s'est allumée, qui éclaire une partie du vécu qui n'était pas mesurée auparavant. Ouais. Il y a deux choses que tu as dit sur lesquelles je veux rebondir. Tu as parlé de sécurité psychologique. Oui. Toi et moi, on est des grands fans de Adam Grant. J'écoute son podcast, qui est un psychologue organisationnel aux États-Unis, puis il parle souvent de ce concept-là de sécurité psychologique et de l'importance que ça a dans le rôle de l'autonomie, justement. Veux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ça? Concrètement, c'est quoi, puis comment on la favorise dans une organisation? La sécurité psychologique, c'est un concept qui a été nommé par Amy Edmondson, une chercheure américaine. Adam Grant en parle beaucoup, moi je l'adore. Ouais. J'encourage les gens à écouter Adam Grant, il est franchement extraordinaire. Ouais. Mais la sécurité psychologique, ce que j'en sais, c'est la capacité, le sentiment de confort intérieur à s'exprimer librement. Mm-hmm. Fait que, selon la théorie de l'autodétermination, n'importe quoi qui favorise l'expression naturelle de la satisfaction des besoins va contribuer au fonctionnement optimal. Fait que de la manière que je la comprends, moi, la sécurité, c'est je peux-tu dire à peu près n'importe quoi qui me passe à travers la tête, qui est utile,
et sans crainte de représailles. Ouais. Donc, c'est vraiment l'élément que je retiens. C'est un peu un buzzword, c'est de plus en plus populaire. J'ai une collègue qui a fait une recherche avec la sécurité psychologique et les 3 besoins, puis ça semble être positivement corrélé. Mais indépendamment de ce construit-là bien précis, n'importe quel facteur qui favorise les 3 besoins, dont la sécurité psychologique, c'est contributeur au fonctionnement optimal. Ouais, puis moi, la façon que je le vois dans les entreprises, c'est s'il y a des rencontres faites pour avoir le feedback des employés. Est-ce que c'est réellement possible de dire notre vraie rétroaction, tu sais? Exactement. S'il y a un brainstorm, est-ce que le brainstorm, c'est pour bien paraître ou on veut vraiment l'avis de tout le monde puis que c'est pas juste les leaders ou les gestionnaires qui sont là un peu pour proposer leur vision, tu sais? Fait que c'est comme cette paix d'esprit, cette sécurité à dire notre opinion, à donner des propositions, puis à sentir que c'est non seulement correct, mais que c'est voulu et souhaité. Exactement. Bien, si on compare des sociétés démocratiques et non démocratiques, si on lit les journaux, on voit que les chroniqueurs et les journalistes peuvent assez librement s'exprimer. Des fois, on lit des trucs, on dit « Je suis pas d'accord, mais j'entends ce qu'il me dit. » Mais on va dans d'autres sociétés, c'est totalement pas possible. Ben, c'est un peu le corollaire de ça au niveau organisationnel. Le deuxième élément sur lequel je voulais rebondir, tu as parlé de la notion d'expliquer les décisions, d'expliquer les choix comme étant un vecteur pour favoriser l'autonomie d'un employé. Parce que des fois, quelqu'un peut ne pas comprendre pourquoi une chose est demandée ou pourquoi une façon de faire est imposée, entre guillemets. C'est quoi le rôle de faire bien comprendre aux employés le pourquoi de décisions de politique, par exemple? Le processus, le nom qu'on utilise pour ce processus-là en psychologie, c'est l'internalisation. L'internalisation, c'est de prendre quelque chose qui est extérieur et l'accepter à l'intérieur de soi. On peut digérer complètement ou partiellement les éléments extérieurs, ce qui va expliquer le continuum d'autodétermination. Un exemple qui est facile à comprendre, c'est par exemple arrêter aux lumières rouges en voiture. On le sait qu'arrêter à une lumière rouge, c'est sécuritaire pour soi et pour les autres. En même temps, s'il est 2 heures du matin, votre ami s'est blessé, il s'est coupé le doigt, il saigne abondamment, vous devez vous rendre à l'hôpital, vous le savez le chemin, vous arrivez à un endroit où les lumières sont là, mais vous voyez les 4 voies, puis il n'y a personne. Vous savez le principe que d'arrêter sur une lumière rouge, c'est pour votre sécurité et celle des autres. En même temps, si une situation le requiert, vous allez choisir à l'intérieur de l'esprit de la loi, tout en ne respectant pas les règles de la loi. C'est ça l'internalisation. Donc, moi, je trouve que c'est une pratique de gestion sous-estimée d'expliquer le pourquoi du comment. Ouais. L'exemple que les gens comprennent souvent, c'est reportez-vous à l'école primaire ou secondaire. Vous faites des maths, de la physique, des chimies, puis vous ne comprenez pas pourquoi, à quoi ça sert. Puis là, votre prof de maths vous indique que si tu comprends bien tes mathématiques, tu vas bien gérer ton budget. Si tu gères bien ton budget, tu vas rencontrer tes objectifs de vie plus rapidement. Puis si tu rencontres tes objectifs de vie plus rapidement, mais la vie va être plus le fun. Là, tu te dis, OK, c'est à ça que ça sert. Donc, l'internalisation ou l'explication du rationnel, c'est super important. C'est souvent escamoté et ça permet aux gens relativement plus facilement d'internaliser les règles externes. Ouais. Un des exemples concrets, c'est dans mon milieu en clinique privée de physiothérapie, une des choses qui est importante, c'est de compiler les statistiques, à savoir les gens qui arrêtent de venir nous voir, par exemple. Donc, pourquoi? Ce qu'on appelle les décrocheurs, les patients qui, on avait planifié un plan de traitement pour atteindre leurs objectifs, qui était, je ne sais pas, de 4 rendez-vous, puis après l'évaluation, ils ne sont jamais revenus. Bien, nous, on demande aux physiothérapeutes, on veut que les physiothérapeutes fassent le suivi de ces gens-là. Quand on explique ça aux nouveaux employés, bien, une des choses qui pourrait être pensée, c'est, c'est ça, on veut forcer des traitements inutiles ou c'est l'aspect business de ne pas perdre un client. Mais quand on explique à quelqu'un que nous, notre mission, c'est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs, les gens qui ont des blessures, des douleurs, de les ramener à leur vie plaisante, puis que pour les ramener à leur plan, à leurs objectifs finaux, il faut être capable de les accompagner jusque-là, puis il faut être sûr qu'on les a amenés jusque-là. Donc, de faire ce suivi-là, quand tu comprends qu'au final, c'est pour réussir notre mission globale qui est d'aider le plus de gens possible, bien, c'est plus facile de se dire, OK, ben oui, je l'envoie ce courriel-là, pas avec la notion de faut absolument qu'ils reviennent en clinique pour un traitement parce que c'est rentable, mais plus parce que je veux savoir comment il va, puis s'il va pas bien, je veux savoir pourquoi, puis est-ce que je peux encore l'aider. C'est un super exemple. Parlons d'affiliation sociale maintenant. Oui. Donc, les éléments, les vecteurs de satisfaction versus frustration. L'affiliation sociale, c'est l'impression, le feeling que j'ai des relations interpersonnelles qui sont mutuellement
bénéfique. Pour reparler à nouveau de Adam Grant, il a écrit un super livre qui est Give and Take. Ouais. En français, c'est Le triomphe des généreux. Puis il montre, lui, que le fait de donner, pas nécessairement sans compter, mais de donner généreusement, ça nous revient toujours. Les études sur le bénévolat montrent que non seulement ça fait plaisir de voir d'autres personnes bénéficier de nos actions, mais le simple fait de s'investir dans ces actions-là, c'est bénéfique pour soi-même également. Donc, le fait de prendre soin des autres, d'avoir une chaleur humaine, de faire montre d'empathie, c'est pas d'être soft, c'est pas un monde de Kalinours qui lance des ballons d'amour, là, c'est important. Là, je veux dire, si l'être humain est encore à vie, c'est entre autres à cause de l'entraide puis de la bienveillance. Donc, l'affiliation sociale, n'importe quoi qui permet de mieux se connaître, d'avoir des relations plus saines, plus entières, ça va bénéficier. Donc, le mentorat, si tu es mis en pair avec un mentor qui te plaît, ben ça peut avoir un effet incroyable. Moi, mon directeur de mémoire de maîtrise puis de thèse, j'y parle encore. Bientôt, c'est son anniversaire. Je vais y envoyer un petit courriel. On se parle moins souvent, mais il y a eu un impact significatif. Donc, n'importe quelle relation interpersonnelle de même niveau ou de niveau différent, ça peut satisfaire le besoin d'affiliation sociale. Qu'est-ce qui va l'insatisfaire ou le frustrer? C'est tous les milieux où ce n'est pas valorisé de s'exprimer, où il n'y a pas d'endroit physique ou de lieu commun où on est capable de se connaître sous un autre angle que celui professionnel. C'est pas nécessairement obligatoire, mais ça peut contribuer. Un exemple anecdotique, moi, à l'université, on a un petit local de prof. Il y a juste une fenêtre vers l'intérieur. Je veux dire, objectivement, tu regardes le local, puis ça vaut pas cher la tonne. Là. Mais en même temps, c'est excessivement précieux, ce local-là. C'est là qu'on se rencontre, on partage nos lunchs, on se pose des questions informelles, on règle 1001 problèmes autour de nos petits sandwichs. C'est ce que le local représente, pas ce qu'il est en soi physiquement. Là. Exactement. Ouais. Si on ne l'avait pas, bien, ça empêcherait l'expression de cette tendance-là. Exactement. Donc, qu'est-ce qui va frustrer l'affiliation? Bien, c'est un endroit où on décourage les relations, mettons, en dehors du travail, ou encore où on va décourager le fait de parler de soi, où on va, à chaque fois qu'on s'exprime, on se fait dire « Hey, on est payé ici, là, pas question de... enlève ton cerveau de maison, garde ton cerveau de job. » Fait que n'importe quoi qui va frustrer ça, un environnement où est-ce qu'il n'y a pas de sécurité psychologique, un endroit où est-ce qu'on va punir les gens pour être minimalement chaleureux, ça va être assez toxique au niveau de l'affiliation sociale. Donc, plus un milieu valorise que le milieu de travail soit un vecteur pour créer non seulement des relations de travail, mais des relations interpersonnelles aussi, plus ça semble être un vecteur positif de satisfaire le besoin d'affiliation sociale. Bien, je vais te donner un exemple. Moi, dans mes consultations, je vais souvent soit dans des petites, moyennes ou grandes entreprises. J'ai cette chance-là d'être invité dans différents endroits. Puis j'ai vu autant d'exemples de petites organisations où les gens se connaissaient pas ou peu, ou des grosses organisations où est-ce que les gens se disent « C'est impossible pour moi de connaître mes 10 000 collègues, mais en même temps, on fait toute partie de la même famille. » Fait que une erreur souvent, c'est de penser que plus c'est petit, plus c'est facile, plus c'est grand, plus c'est difficile. Il y a tout le temps des contre-exemples. Donc, n'importe quoi qui rend possible l'affiliation sociale, c'est bénéfique. On va souvent dire que l'autonomie et la compétence sont plus proximaux. C'est des besoins qui sont plus facilement détectables lorsqu'ils sont menacés. L'affiliation est un petit peu plus distale en ce sens que c'est pas la première chose nécessairement à laquelle on pense lorsqu'on rentre au travail. En même temps, lorsque c'est absent, la chaleur humaine, à moyen long terme, ça s'étiole et ça vient envenimer le vécu. Donc, autonomie et compétences sont peut-être plus proximaux puis facilement détectables au travail, mais l'affiliation sociale est aussi importante. Là. Puis, c'est quoi le rôle, en fait, est-ce que ça rentre là-dedans l'idée que le fait d'être en gang, c'est comme si on fait partie d'un groupe pour atteindre une mission qui est plus grande. Tu sais, l'espèce d'unicité que si j'étais tout seul, ce serait donc bien dur faire la mission que l'entreprise a, mais le fait qu'on soit en gang puis on se réunit, sans nécessairement que ce soit une relation entre les employés amicales, mais que ce qui unit la gang, ce soit la mission de l'entreprise. Est-ce que ça favorise l'affiliation sociale? Oui, ça favorise l'affiliation sociale, tout à fait. Puis les cibles que tu peux envisager pour l'affiliation sociale sont multiples. Tu peux t'identifier à tes collègues, à ton département,
à ton organisation, à ta profession, à ta mission. Ouais, c'est ça. Puis là, c'est si ça. on le pousse à un niveau plus loin, tu peux t'identifier à ta province, à ton pays. Prenons l'exemple des équipes sportives. Là. C'est pas vrai que tu connais tous les gens qui aiment la même équipe que toi, mais lorsque tu vas au match puis tu portes le jersey de ton équipe, Ouais. tu sens que tu fais partie de la gang. C'est ça. On a gagné. Puis les gens utilisent le nous avons gagné. Effectivement. C'est pas eux qui étaient sur le terrain, mais ils s'identifient à ça. Donc, l'affiliation, l'appartenance, peu importe la cible ou le niveau, c'est bénéfique. Puis quel impact ça a les conflits interpersonnels entre employés, entre les êtres humains dans une organisation sur l'affiliation sociale? Les conflits, il faut différencier deux cibles différentes. Il y a les conflits reliés à la tâche qui sont sains. Ouais. Donc, si on s'ostine sur comment faire les trucs, c'est quoi le meilleur mandat, c'est quoi le meilleur service pour le client, c'est relié à la tâche et c'est bénéfique. Là où les conflits peuvent nuire au climat, c'est lorsqu'ils sont interpersonnels. Puis c'est important de les prendre le plus tôt possible. Ouais. Moi, une des raisons pourquoi je ne suis pas allé en psychologie clinique là, ou normale, je dis en gros guillemets, là, Ouais. c'est entre autres parce que j'aime pas le négatif. Moi, quand j'arrive à un endroit où on me demande, vous savez, on a des conflits ici, puis on aimerait ça que vous nous aidiez, ben je dis non tout de suite, parce que j'ai pas ces compétences et ces tendances naturelles-là. Mais anecdotiquement, les conflits interpersonnels de personnalité, c'est ce qui va rapidement miner un climat organisationnel. Et si on ne s'en occupe pas, ça s'envenime beaucoup. Ouais. Donc, les conflits interpersonnels, si on les vit en lien avec la tâche ou le mandat, ça peut être simple parce que ça amène des solutions créatives. On se questionne sur la teneur des tâches à mettre en œuvre. Si c'est « je t'aime pas la face », puis je te le dis, puis il n'y a personne qui nous gère entre nous deux, ça risque de dégénérer. OK, parfait. Maintenant qu'on comprend mieux, les gens ont la perspective sur les trois besoins, puis d'avoir décortiqué qu'est-ce qui les frustre, qu'est-ce qui les satisfait, ça donne vraiment une meilleure compréhension de ces besoins-là. C'est ce qui m'amène à te poser moi, ce que j'appellerais la question qui tue. Si on était à Tout le monde en parle, on aurait les lumières qui s'éteindraient. Puis je sais que c'est une question qui est toute simple, mais qui est extrêmement complexe à répondre. Puis peut-être qu'on fera juste un bout de chemin là-dessus. C'est la responsabilité à qui, dans une organisation, qu'un employé soit motivé? La réponse, c'est tous les niveaux. Puis je peux donner des exemples à tous les niveaux qui sont pour et contre, là, je dirais. Là. Par exemple, au niveau individuel, si quelqu'un choisit son emploi parce que l'arrêt d'autobus est en face, puis ça l'amène rapidement, puis c'est le seul critère qui a déterminé son emploi, les chances sont qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de vitamines psychologiques dans cet emploi-là. Ouais. Donc ça serait un exemple de mauvais choix de carrière, entre guillemets, qui mine le fonctionnement optimal. Un bon choix de carrière, c'est quelles sont mes forces, quels sont mes talents, mes intérêts généraux. Est-ce que ça paye relativement bien? Je prends une constellation de critères et je fais un amalgame pour me poser la question, qu'est-ce que je veux vivre à tous les jours? Puis je choisis une job qui me permet d'être à mon meilleur. Donc ça serait un exemple puis un contre-exemple de responsabilité individuelle. Au niveau gestionnaire-employé, un gestionnaire qui ne sait pas que l'être humain a trois besoins. Un gestionnaire qui croit que, tu sais, dans mon domaine, il faut donner de l'amour rude, du tough love. Tu sais, c'est ma job, puis c'est comme ça dans notre domaine. Il l'a pas appris. Ben, il va émettre des comportements qui sont négatifs sans trop le savoir. Ouais. Lorsque les gens les apprennent, ils peuvent changer leur orientation. Donc, ça serait un exemple de responsabilité gestionnaire-employé. Quand on l'apprend, on le fait. J'ai déjà eu un gestionnaire, moi, qui m'a dit, il vient me voir après une conférence grand public que je fais, puis avec le plus sérieux du monde, il me dit, si je comprends bien, il ne faut pas que j'engueule mes employés. Puis là, je croyais que le monsieur blaguait, mais c'était sérieux. Mais le monsieur avait pris connaissance que, hey, j'aimerais pas ça, moi, me faire crier après. Puis juste cette prise de conscience-là était belle, en ce sens qu'il... Je ne sais pas s'il l'a arrêté, mais il en avait pris connaissance. Ça serait gestionnaire-employé. Au niveau de l'organisation, est-ce que je mets un climat qui est excessivement compétitif et malsain ou j'encourage tout le monde à librement s'exprimer et à collaborer ensemble au meilleur de leurs capacités? Fait que ça serait le niveau organisationnel. Puis si on va une coche au-dessus, à chaque année, moi, j'aime bien au mois de mars lire le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur. Au dernier exercice, le Canada, on occupait le 15e rang. Donc, il y a 14 pays qui font mieux que nous. Si on extrait les données du Québec de ce classement-là, le Québec devient 6e au monde. Ouais, hein? Et le Canada descend au 20e rang. Hmm. Donc, même au niveau administratif,
on a des circonstances qui permettent à l'être humain d'être à son meilleur ou pas. Donc, que ce soit au niveau individuel, hiérarchique, organisationnel, administratif puis sociétal, les éléments peuvent aller d'un bord ou de l'autre. Ce que j'aime des lunettes des 3 besoins, c'est qu'elles accouplent tout ce qui est problème de perception. Tu grattes le vernis puis tu regardes vraiment ce qui est important pour l'être humain, c'est il faut maintenir notre enveloppe physique, puis indépendamment de notre enveloppe physique, bien, notre tête, elle a d'autres besoins. Puis la pyramide de Maslow, ça pourquoi elle a tant d'impact, puis j'aimerais que les gens l'oublient, c'est que ça dit que le corps a préséance sur la tête. Ça, c'est vrai juste dans des conditions extrêmes. Ouais, OK. Si tu n'as pas mangé depuis 3 semaines, c'est sûr que tu vas penser à manger. Ouais. En même temps, minimalement que tes conditions physiques sont respectées, tu peux ou pas avoir tes besoins psychologiques satisfaits. C'est comme 2 registres indépendants. Il ne faut pas penser qu'il faut prendre soin du corps avant la tête, à part les conditions extrêmes. Là, si quelqu'un est en situation d'itinérance, c'est clair que ça devient très saillant. Mais pour les gens qui ont des conditions minimales, c'est 2 registres indépendants. Puis dans la responsabilité partagée, ce que tu as décrit, c'est qu'à tous les niveaux, il y a des enjeux pour s'assurer que dans une organisation, les employés soient motivés. Et moi, dans la responsabilité partagée, comment on négocie le fait que les employés aussi devraient contribuer pour que l'ensemble de l'organisation ait un bon climat puis que l'ensemble, les autres soient motivés aussi, dans le sens que, oui, l'employeur doit faire sa job pour que les employés soient motivés, mais les employés doivent aussi faire leur job pour que les employés soient motivés. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Comment on négocie tout ça ou qu'est-ce qu'on départage? Qu'est-ce qui est vrai de faux là-dedans? Bien, quand on rentre dans un emploi, les premiers mois ou les premiers moments d'une carrière, c'est ce qu'on appelle la socialisation. Si la socialisation est bien faite, l'internalisation va être bien faite et elle sera entière. Donc, ce qui est souvent escamoté dans les milieux de travail, c'est cette période-là où on essaie, entre guillemets, d'enseigner qu'est-ce qui est important chez nous. Oui, comme un onboarding. Oui, c'est ça. C'est exactement. La socialisation, c'est le onboarding. Ouais. Si vous ne savez pas ce qui est important chez vous, vous ne pouvez pas l'enseigner. Mm-hmm. Donc, il y a un examen de conscience à comprendre qu'est-ce qui est important pour nous, puis comment on l'enseigne après. Bien, exactement. Puis si vous avez des enfants, c'est la même logique. Qu'est-ce qui est important pour moi comme parent? Qu'est-ce que je vais enseigner? Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas l'enseigner. Ceci dit, des fois, les gens choisissent des mauvaises valeurs. Puis je m'explique. La motivation, ça s'organise de manière hiérarchique. Il y a les buts qu'on se fixe. Ouais. Il y a les buts qui s'amalgament par sphère de vie qui devient les motivations, mettons, au travail, à la maison ou ailleurs. Et au niveau le plus abstrait, c'est votre personnalité ou les aspirations que vous poursuivez dans la vie. Donc, 3 niveaux. Mais le plus grand niveau, c'est les aspirations. Si vos aspirations sont uniquement matérialistes. Si vos aspirations, c'est le succès financier à tout prix. Si vos aspirations, c'est le fait d'être populaire. Ces aspirations-là sont démontrées scientifiquement comme étant non contributives au fonctionnement optimal. Donc, mettons que vous êtes une organisation qui a des valeurs extrinsèques, qui les publicise et essaie de les faire intérioriser à ses employés, bien, vous vous tirez dans le pied. Ouais. Parce que les aspirations vont à contre-courant de la nature humaine. Donc, pour faire un long détour pour répondre à ta question, c'est il faut avoir comme étoile du Nord qui guide nos actions les 3 besoins. Puis c'est pas vrai que tous les buts et toutes les valeurs ou toutes les aspirations sont les mêmes. Il y a des aspirations non contributives, neutres ou positives pour l'être humain. Donc, j'entends souvent, moi, qu'il faut, mettons sur LinkedIn, une plateforme que je suis beaucoup de gens vont mettre l'accent sur l'authenticité. C'est important d'être authentique. Le contre-exemple, là, moi, je dirais, c'est vraiment important de ne pas être authentique si votre but, c'est d'être extrinsèque. Quelqu'un d'extrinsèque, matérialiste, à tout prix, va faire des actions antisociales. Ouais. Je ne veux pas que cette personne-là soit authentique. Mm-hmm. Je ne veux pas qu'elle agisse en conformité avec ses valeurs. Ses valeurs sont contributives à son malheur et au mien. OK, je comprends. Donc, la socialisation, c'est non seulement le fait de faire connaître qu'est-ce qui est important et de le faire dans des dispositions favorables, mais c'est d'avoir des éléments à enseigner qui sont de bonne qualité pour l'être humain. Mm-hmm. Puis dans un monde idéal, ça fait un peu un effet boule de neige où les membres d'une organisation, employés et gestionnaires et employeurs, deviennent des vecteurs de propagation aux autres, dans le sens que quand tu as des bons représentants de la culture de l'entreprise ou la culture de l'organisation, ça a un effet boule de neige pour amener plus de gens dans le bateau de la mission.
Tu comprends? Oui, ben, j'ai un exemple dans un livre de cours de bac que je donne. La compagnie américaine Whole Foods, les épiceries, eux, ce qu'ils font quand ils ouvrent un nouveau magasin, ils prennent des employés qui sont assez vétérans dans d'autres commerces, puis ils appellent des bactéries de yogourt. Oui, ben c'est ça. Ouais. Ils prennent ces employés-là pour aller créer le yogourt dans le nouvel. Mais c'est exactement Comme l'exemple. propager la bonne nouvelle. Là. Exactement. Ouais. Donc, si on a les bonnes bactéries, ça va faire du bon yogourt. C'est la même logique, oui. C'est quoi le rôle de l'argent dans tout ça? C'est-à-dire le salaire. On en a parlé un peu dans le premier épisode qu'on avait fait ensemble. D'ailleurs, j'invite les gens à écouter le TED Talk que tu as déjà fait, qui est disponible sur YouTube, sur est-ce que l'argent achète le bonheur au travail ou le bonheur tout court. Qu'est-ce qu'on sait en ce moment, avec toutes les études qui ont été faites qui relient quelque chose en lien avec le salaire et le bien-être au travail ou la motivation? C'est quoi les grandes lignes de ce qu'on sait en ce moment? Je dirais qu'il y a comme deux courants d'idées qui se parlent peu, mais qui essaient d'avoir le discours dominant. Je m'explique. La théorie de l'autodétermination, nous, on n'est pas contre l'argent. C'est une des critiques qui nous est adressée, en ce sens que plus tu as de motivation extrinsèque, plus tu es matérialiste ou plus tu as une vision capitaliste américaine poussée à l'extrême, les évidences empiriques sont à l'effet que ça te nuit un peu, puis ça nuit aux gens autour de toi. C'est pas super bénéfique. Mm-hmm. En même temps, si tu me demandes si je suis content de recevoir ma paye à chaque 2 semaines, je suis fou de joie. Là. Ça paye ma maison, je peux offrir des circonstances de vie favorables à mes enfants, à ma blonde. Je veux dire, c'est extraordinaire ce que l'argent peut faire pour écarter les irritants de la vie du chemin. Je vais te donner différents faisceaux de réponse. L'autre courant, c'est le courant des chercheurs qui disent que l'argent, ça marche tout le temps. Il faut juste bien l'utiliser. Fait qu'entre les deux, je dirais que la vérité se situe peut-être là. Okay. Mais Il y a probablement du bon dans les deux à nuancer. Un peu, mais je vais te parler d'évidences empiriques qui, pour moi, sont très informatives. Il y a Daniel Kahneman, qui est un prix Nobel d'économie, qui est malheureusement décédé récemment, qui nous a montré que, puis ses déclinaisons après, que l'argent, ça a un effet colossal sur le bien-être lorsqu'on s'extrait de la pauvreté. Donc, de passer de 0 à 20 000, c'est incroyable. Ouais. Et l'effet serait maximal. Lui avait trouvé le chiffre de 75 000 américains. Les études du Gallup World Poll, si on les amalgame au niveau de l'Amérique du Nord, c'est plus entre 65 et 105 000 US. En dollars actuels. En dollars actuels de parité de pouvoir d'achat. Ouais. Puis c'est pour toute l'Amérique du Nord, là, indépendamment de l'endroit où vous vivez. Ouais. Mais l'argent aurait un effet de plafonnement, ce que les économistes appellent l'utilité marginale, maximale jusqu'à cette hauteur-là. Donc, s'extraire de la pauvreté, ça marche super fort. Tu arrives à un élément où il y a un plateau. Puis on le constate dans les données populationnelles où il y a clairement un plateau. Il y a un chercheur récemment, Killingworth, qui a montré que après ce plateau-là, certaines personnes avec l'argent peuvent être plus heureux, d'autres plafonnent et d'autres vont descendre. Quand on regarde les données du Gallup World Poll, les données clairement descendent après ce plateau-là. Donc, il n'y a pas de consensus sur est-ce que le plateau s'arrête, mais il y a clairement des données qui montrent que l'argent, ça marche plus quand tu n'en as pas, puis tu commences à en avoir que quand tu en as beaucoup, puis tu en as encore plus. Mm-hmm. Deuxième élément, c'est les 8 personnes les plus riches au monde ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Ouais. Donc, les économistes qui disent qu'il ne faut pas mettre de taxes ou d'impôts parce que ça freinerait l'enthousiasme, c'est de la bouillie pour les chats, c'est pas vrai. Sachant ce que tu viens de décrire, exactement. Ce qui marche avec l'argent, c'est en premier lieu sortir les gens de la pauvreté. Exactement. Pour le bien-être. Donc, il y a Thomas Piketty, un chercheur français qui est assez connu, qui a montré que si tu mettais un impôt de 10 % sur la fortune des 500 fortunes les plus riches en France, tu éradiquerais la pauvreté en un claquement de doigts. Donc, c'est la même logique dans d'autres pays. Donc, ça, c'est une autre constatation. Puis, un troisième faisceau d'éléments de réponse pour répondre à ta question sur l'argent, c'est tout ce qui est le revenu universel de base inconditionnel. En anglais, c'est Unconditional Universal Basic Income. La première enquête mondiale qui a été faite sur le revenu universel de base inconditionnel, c'est dans un pays qui s'appelle le Canada. Ah ouais? C'est au Manitoba en 1976 parce qu'on a donné de l'argent à des personnes dans un village en disant « Tu existes, je te donne de l'argent ». Le cliché des économistes, c'est de dire « Si tu donnes l'argent aux gens pour rien faire, ils vont rien faire ». C'est pas vrai. L'être humain est câblé intérieurement pour actualiser son plein potentiel. L'être humain, naturellement, on est enclin à agir de manière volitionnelle, développer ses talents et prendre soin des autres. C'est la tendance naturelle. Quand tu envoies le message aux gens
tu es assez important pour moi pour que je prenne soin de toi, il y a des belles choses qui arrivent. Les gens repoussaient l'arrivée des enfants, étudiaient plus longtemps, partaient leur propre compagnie, consommaient moins de services sociaux. Les enquêtes qui ont été faites en Finlande, dans différents secteurs de l'Afrique, etc., démontrent clairement que de prendre soin de l'être humain, c'est payant. Donc, je fais un grand détour pour répondre à ta question. L'argent, à quoi ça sert? Ça sert à ce qu'on veut que ça sert. Puis je m'explique. Quand on mesure la motivation extrinsèque antérieure de l'autodétermination, on demande aux gens, veux-tu faire de l'argent? La réponse est habituellement oui. On a fait une série d'enquêtes où, au lieu de demander aux gens, pourquoi veux-tu faire de l'argent? On a demandé pourquoi veux-tu faire de l'argent? Puis là, la réponse devient, c'est comme s'il y a un prisme qui séparait les couleurs, qui nous montre que l'argent, ça peut être bénéfique, neutre ou malsain. Ça dépend pourquoi tu veux en faire. Exactement. Le spectre malsain, c'est si tu veux faire de l'argent par comparaison sociale, par impulsivité ou pour surmonter tes doutes personnels. Il n'y a aucune somme d'argent, si tu les poursuis pour ces raisons-là, qui vont satisfaire tes besoins psychologiques. Mm-hmm. Puis ça va même les frustrer. Les raisons neutres, c'est famille et sécurité. Se mettre un toit sur la tête, mettre de l'argent de côté pour ce vieux jour, ça augmente pas le bonheur, mais ça diminue les soucis. Ouais. Puis le spectre de l'argent, quand il est positif, c'est la liberté, les loisirs, la valeur marchande, l'équité, la charité. Donc, l'argent, c'est une invention humaine qui a remplacé le troc. Quand c'était trop compliqué d'échanger 6 000 poulets pour une maison, on a inventé l'argent. Mais il y a juste l'être humain qui attribue une valeur à un bout de papier. Puis cette valeur-là, elle est psychologique. Donc, dans les milieux où l'argent est important, moi, la question que je pose toujours, c'est qu'est-ce que représente l'argent pour vous? Si un Québécois veut dire, moi, mon but, c'est d'être milliardaire pour payer 95 % d'impôts, je l'encourage très fortement. Mais si la personne dit, moi, je veux être la personne la plus riche dans ma province, je veux m'acheter 6 jets privés, puis je veux la plus grosse maison pour dire, j'ai la plus grosse maison, je ne veux pas de lui dans ma société. Mm-hmm. Donc, c'est pas est-ce que je veux faire de l'argent, mais pourquoi je veux faire de l'argent, puis comment c'est utilisé, ça peut avoir les mêmes interprétations. Si on va dans les bonus, c'est la même logique. Ouais, c'était ma prochaine question. Le bonus, si par exemple ta compagnie fait de l'argent, mais tu te rends compte que ton boss vient de s'acheter sa 3e voiture de luxe, ça se peut que ça te démotive. Mais si ta compagnie fait de l'argent, on te déclare publiquement de manière assez transparente où on en est, quels investissements on fait. On fait beaucoup d'argent, mais tu sais, on a beaucoup de dettes, il faut payer tel truc, puis tout ça, on investit. Mais en même temps, on veut vous informer que vous avez fait un bon travail, voilà un montant. Ça, c'est ma doctorante Agnès Thibault-Landry qui avait fait ces enquêtes-là. C'est que les bonus peuvent être interprétés comme étant informationnels ou contrôlants. Si ton bonus fait juste te dire « tu fais ceci, ça t'amène cela », c'est un indicateur de progrès, ça peut être bénéfique. Lorsque je te dis « t'es aussi bien de faire ça », puis je te donne une récompense, si et seulement si tu le fais, là, ça va être contrôlant. Le problème, c'est que statistiquement, quand tu mets des bonus, ça augmente les deux en même temps. Ça augmente informatif puis contrôlant, mais dans des proportions différentes. Indépendamment du contexte dans lequel on donne le bonus? Indépendamment du contexte. En tout cas, avec les variables qu'on a mesurées, ouais. Il y a peut-être des variables confondantes qui pourraient renverser cette relation-là. Mais en général, c'est ça. Mais c'est tout le temps comment tu l'interprètes. Puis je reviens avec les 3 besoins qui est comme l'étoile du Nord. Si l'argent, ça satisfait les 3 besoins, continuez. Si l'argent est satisfait ou frustre, posez-vous des questions. Mais essentiellement, dans certaines enquêtes, on a essayé de comparer le pouvoir motivationnel de l'argent, par exemple, à la qualité de la relation que tu as avec ton supérieur immédiat. Et la qualité des relations est 3 à 4 fois plus puissante que l'argent. Fait que l'argent, je me plais souvent à dire que c'est comme la ventilation. Quand tu rentres dans une pièce puis la température est bonne, tu ne te poses pas de questions. Si tu ouvres une porte, tu rentres dans la pièce puis il fait moins 5 ou 45, tu vas te dire pourquoi il fait si froid, pourquoi il fait si chaud. Fait que si tu es dans une bande confortable, avec ton salaire, que c'est juste, équitable, transparent. On t'explique pourquoi tu as ce salaire-là selon ton expérience, ton niveau. Les chances sont assez bonnes que tu vas librement te dire « ben oui, ça fait bien du sens. J'arrête d'y penser. » Donc, l'argent, le plus qu'on peut s'attendre à faire, c'est qu'on arrête d'y penser. C'est très rarement un élément qui ajoute de la motivation. C'est pourquoi les compagnies et les organisations investissent autant l'argent en ayant des fausses croyances, c'est que c'est tangible. Je le vois. Je mets un programme de reconnaissance, entre guillemets, en place avec de l'argent. Je fais quelque chose. Je me donne l'impression que je fais quelque chose.
Je prends pas soin des relations, je règle pas les conflits, puis je donne pas les outils. Ah, mais attends, j'ai un programme de bonus. Donc, c'est souvent une compensation. Puis d'ailleurs, la rémunération en anglais, c'est ça, c'est compensation. On compense. Donc, l'argent, c'est vraiment fantastiquement fascinant, non pas dans sa valeur fongique, mais plutôt dans ses représentations psychologiques. Est-ce que tu sais si les gens perçoivent ou est-ce que le bonus a le même impact s'il n'est pas donné sous forme de salaire monétisé? Exemple, on améliore la qualité de la salle d'employés ou on fait un plus gros party de Noël ou tu comprends un peu s'il y a du bonus donné mais qui n'est pas donné sous forme de salaire en tant que tel. Ben, je connais pas d'enquête qui comparerait spécifiquement ces éléments-là. Puis là, ça serait méthodologiquement complexe là, de le faire. Là. Ça serait pas impossible, mais ça serait assez compliqué. Mais une façon de se le représenter qui permet d'avoir des éléments de réponse, c'est de comparer le pouvoir motivationnel des récompenses extrinsèques versus récompenses intrinsèques. Mm-hmm. On a souvent tendance à penser que les récompenses sont concrètes et tangibles. Mais c'est, par exemple, excessivement reconnaissant ou récompensant ou motivant de reconnaître, par exemple, tes talents et de t'enlever certaines tâches qui t'empêchent d'exprimer ces talents-là pour les donner à un ou une autre collègue qui, elle ou lui, va interpréter ces tâches-là comme une récompense. C'est plus difficile à rentrer dans des fichiers Excel, ces éléments-là. Là. Mais tu sais, pour reprendre tes exemples, je connais certaines enquêtes qui comparent le pouvoir motivant d'être récompensé par de l'argent versus du temps. Oui, absolument. Comme une semaine de vacances, par exemple, ou une journée de maladie de plus. Ou on t'envoie suivre une formation que ça fait des années que tu veux, que tu veux suivre. Si la récompense est contributive à l'émancipation des 3 besoins... C'est toujours ça, là, finalement. C'est toujours ça, la réponse. C'est la bonne question à se poser. Bien, d'après moi, oui. Là où les gens ont de la misère à comprendre, c'est qu'ils vont se dire « Ouais, chaque personne a des besoins différents. » Non, c'est pas vrai. Tout le monde a les mêmes besoins. La façon de les combler. Exactement, la façon de les combler. Donc, à ta question, j'ai pas de réponse intelligente à donner. Mais ça permet, en fait, on pourrait analyser quel impact ça a sur les 3 besoins pour tenter d'y répondre. Oui. Et en fait, juste pour résumer, là, parce que moi, la question des bonus, je pense que j'avais entendu une fois que d'emblée, les bonus, c'était pas bon. Que c'était corrélé avec un bien-être moins élevé. Mais les nuances à comprendre, c'est que ça dépend ce que les bonus amènent. En fait, ça dépend quel impact ça a sur les 3 besoins, quel impact ça a sur la qualité des motivations, puis que finalement, c'est pas systématiquement mauvais ou bon le principe d'avoir des bonus en entreprise. Oui. En même temps, si on me demandait est-ce que je devrais mettre un programme de bonus ou mettre mon argent ailleurs, moi, je vous dirais mettez-le ailleurs. Ouais. Les bonus sont souvent une méthode administrative pour se déculpabiliser de donner un milieu de travail qui est malsain. Ça, je l'ai souvent vu. Je vais compenser avec de l'argent parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Mais posez-vous la question comment vous pouvez faire autrement. N'ayez pas peur de sonder, de demander aux gens, non pas qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que si vous demandez aux gens qu'est-ce que tu veux, ils vont vous dire, je veux plus une place de stationnement plus proche, une meilleure machine à café, puis ma chaise, le cuir est déchiré. Mm-hmm. Si vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, ils vont vous dire n'importe quoi. Mais si vous précisez les questions en lien avec les 3 besoins, comment je peux t'aider à tous les jours à faire un meilleur boulot? Comment je peux t'aider à plus facilement connaître tes collègues? Comment je peux t'aider à te sentir authentiquement toi-même, sans retenue, à tous les jours? Les gens vont vous le dire. Puis c'est souvent là que les gens ont de la misère à faire confiance à la nature humaine. L'être humain, il faut y faire confiance. Il va nous payer en retour. Est-ce qu'il y a des gens malveillants? Est-ce que la méfiance existe? La réponse est oui. Mais il y a souvent des variables qui expliquent que ces gens-là sont devenus ainsi. Si on est capable de les détricoter, on est capable de les faire. Il n'y a aucun bébé qui naît malveillant. Ouais. On l'apprend par la bande, etc. Il faut faire confiance à la nature humaine, puis elle nous le rend bien en retour. Puis, pour conclure là-dessus, la chose, par contre, qui est bien documentée ou qui semble être bien documentée, si j'ai bien compris, c'est que si le bonus salarial est une contrainte, c'est-à-dire il faut que tu atteignes tel chiffre pour avoir ce bonus-là, là, ça semble plus une mauvaise idée. C'est là où on a le plus de données à savoir que ça ne semble pas être une bonne idée pour favoriser les bons types de motivation. Ça tire plus vers le bas, en effet. OK. Dernière question sur l'argent. Est-ce que tu sais si on a étudié
combien de temps ça dure l'effet d'être satisfait d'une augmentation de salaire? Tu sais, quand il y a oui. Tu sais, parce que c'est d'actualité dans le sens qu'à chaque année, il y a des grosses conventions collectives ici au Québec qui sont négociées. Puis un des éléments principaux qui est toujours abordé, c'est le salaire. C'est toujours ça qu'on entend parler. Oui, les conditions de travail hautes, effectivement, mais quand les gens reçoivent une augmentation après l'avoir revendiquée, est-ce qu'on sait cet effet-là là, de satisfaction? Est-ce qu'on sait si, ça dure, puis si oui, combien de temps? Ben, la réponse facile, c'est ça dure pas, puis ça dure pas bien longtemps. Je me souviens plus du chiffre, là, mais c'est quelques semaines ou quelques mois, en ce sens que tu t'habitues au nouveau normal. En anglais, l'expression, c'est le hedonic treadmill, je ne saurais pas comment le traduire, mais c'est comme un peu quand tu t'entraînes. Là, tu cours 5 km périodiquement, puis là, tu augmentes à 6 km. Ben, après quelques temps, ton 6 km devient aussi fatigant que ton 5 km. Ouais, effectivement. C'est la même logique avec l'argent. Si ton salaire augmente, tes conditions de vie augmentent, tu t'attends à ce que ça soit le niveau minimal. L'exemple que je prends tout le temps, moi, c'est les sièges chauffants dans une voiture. Quand je fais des conférences, je dis qui a des sièges chauffants? Mettons, je sais pas, la moitié des gens lèvent la main. Qui reculerait? Qui perdrait les bancs chauffants? Là, il y a beaucoup moins de qui se lèvent. C'est ça, le mot français, c'est l'adaptation hédonique. Okay. Donc, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est quelques semaines ou quelques mois. Puis pire que ça, c'est si on demande aux gens combien tu devrais faire de plus pour être heureux, indépendamment du niveau de salaire, les gens visent 10-15 % de plus. Tout le temps, peu importe son où environ. À peu près. En même temps, il y a des sociétés, des organisations puis des milieux sociaux où il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres. C'est ce qu'on appelle la disparité salariale. Ouais. Et les enquêtes sont claires que moins il y a de disparité salariale, moins il y a de problèmes. Ouais. Puis là, le réflexe spontané des gens, c'est de dire « Ah, ben le communisme, c'est parfait. » C'est non. Le communisme, c'est tout le monde a la même affaire. Le capitalisme, c'est il y en a un, s'il est meilleur que tout le monde, il va tout avoir. Ouais. La vérité est entre les deux. Je reviens au rapport mondial sur le bonheur, le World Happiness Report. Systématiquement, c'est les pays d'à peu près d'Europe du Nord, puis d'autres un petit peu partout. Finlande, Danemark, mais Norvège. Des ingrédients communs de ces pays-là, c'est qu'ils ont une taxation progressive beaucoup plus agressive qu'au Québec et ils ont des mécanismes de transparence et de redistribution plus poussés que les nôtres. En Norvège, vous avez une plateforme, si vous avez l'équivalent du numéro d'assurance sociale, vous rentrez votre numéro d'assurance sociale, vous pouvez avoir accès au salaire de tout le monde dans le pays. Donc, je t'appelle Alexis Goujon, j'aurai ton salaire et la valeur de ta maison. Tout le monde a accès à ça. Magnifique vecteur de justice sociale de faire connaître ça. Le taux d'imposition maximal aux États-Unis en 1943, c'était 92 % si votre salaire dépassait 300 000 $ en valeur actuelle. C'est pas vrai que des impôts élevés, des taxes élevées, ça tue l'économie. Ce qui va être vrai, c'est que ça augmente les comportements de tricheurs par les tricheurs. Ouais. Il faut les contrôler, ceux-là. Mais essentiellement, on fait un long détour, là, mais l'argent, il faut qu'il y ait des écarts, mais ils ne doivent pas être trop élevés. Puis si on regarde la planète, bien, il y a certains pays qui semblent avoir compris la bonne recette. Il faudrait les copier. Donc, quand tu sondes à l'intérieur d'une organisation, les gens s'entendent pour dire oui, il y en a qui devraient être payés plus que d'autres, puis ça dépend des rôles, des responsabilités, du nombre d'heures travaillées à la limite. Mais les gens s'entendent pour savoir qu'il devrait y avoir une certaine limite entre l'écart de la personne qui est le mieux payée à la personne la moins payée. Ça, c'est Michael Norton à Harvard Business School qui a fait des enquêtes là-dessus. Il a sondé 45 000 personnes dans plusieurs dizaines de pays, puis ils ont demandé combien ton grand boss devrait faire par rapport à toi. Puis ils ont tenu compte de plein de facteurs, donc l'orientation politique, êtes-vous de droite ou de gauche? C'est quoi votre âge? C'est quoi votre progression de carrière? C'est quoi votre rôle? On a mesuré la propre éducation des gens. En tout cas, il y a plusieurs variables qu'on a mesurées. Puis ce qui est étonnant, c'est qu'à la fois, par exemple aux États-Unis, les républicains et les démocrates ont les mêmes. Ah ouais, hein, ils s'entendent là-dessus. Ils s'entendent là-dessus de dire il doit y avoir des différences, mais pas trop. Okay. Puis le maximum, c'est à peu près 5 à 10 fois plus. Donc, puis il y a même une autre enquête, c'est Dan Ariely, encore avec Norton. Puis le titre du paragraphe, c'est Americans Prefer Sweden. En ce sens qu'on fait un scénario où on demande aux gens, tu dois t'expatrier dans un nouveau pays, tu as deux choix. Le premier pays qu'on explique, sans dire que c'est les États-Unis, c'est de dire un petit peu de monde ont à peu près tout l'argent, puis les autres, dans différentes proportions, ont à peu près rien. Ensuite, on présente un deuxième pays, qui est la Suède,
où on dit, ben, il y a certaines personnes plus riches qui en ont un peu plus, il y a des gens en dessous qui en ont un peu moins, avec une gradation qui est plus, qui est plus juste, je dirais. Ouais. Puis invariablement, qu'on soit de droite ou de gauche, peu importe comment on vote, on va avoir une préférence vers le pays qui est la Suède, sans que ça soit mentionné. Donc, essentiellement, c'est comme si intuitivement, dans notre câblage intérieur, dans notre cerveau, on aurait l'idée qu'un milieu juste et équitable, c'est meilleur pour nous et pour tout le monde. Donc, ça pourquoi je crois beaucoup à la recherche, c'est que ça enlève l'opinion. Oui, c'est ça. On sort les biais pour avoir réellement les vraies données. Exactement. Donc, les gens veulent-tu du communisme? Non. Les gens veulent-tu du capitalisme? Non. Les gens veulent entre les deux. Est-ce que ça fait partie de la solution? On voit, je ne sais pas si c'est un vrai mouvement, là, mais en tout cas, dans mon domaine, il y a un mouvement où les plus jeunes physiothérapeutes veulent travailler moins en termes d'heures. Oui. Est-ce que travailler moins, c'est une solution dans le monde du travail ou non? Ashley Willens est toujours à Harvard Business School, c'est une Canadienne. Elle sonde avec un sondage relativement simple. Avez-vous une préférence pour le temps ou l'argent? Invariablement, dans tous ces échantillons, les gens qui mettent le temps comme variable plus importante à l'argent reçoivent des conséquences bénéfiques dans plein de registres différents. Ouais. Donc, d'avoir une préférence pour le temps semble être un vecteur positif. Il y a des recherches qui mesurent l'abondance de temps versus la famine de temps. Est-ce que je perçois que je suis tout le temps en train de courir pour grappiller 30 secondes par-ci, 20 secondes par-là? Ou si dans ma vie, je perçois avoir du temps de manière relativement confortable. Mm-hmm. Donc, on va mélanger l'argent puis le temps parce que souvent, les gens vont dire « Ouais, mais si je travaille moins, j'ai moins d'argent. Ouais. » Puis si vous prenez comme à Montréal où est-ce que le prix des maisons a explosé là, d'à peu près 100% en 10-15 ans, c'est normal que l'argent devienne important. Puis là, malheureusement, les gens vont amputer leur temps pour de l'argent. Ouais. Donc, moi, j'ai des jeunes collègues qui vont s'acheter des maisons à 20, 30, 70 km du lieu de travail. On a sauvé de l'argent, mais ils vont le payer en temps de transport. Effectivement. Donc, toujours Ashley Willens, là, j'invite les gens à consulter ses travaux parce que c'est fascinant. Elle a des données sur des milliers de personnes dans plein d'échantillons. Puis les sociétés qui valorisent le temps libre sont plus heureuses que les gens qui valorisent l'efficacité. En même temps, ces pays-là qui valorisent le temps libre sont plus efficaces que les pays qui valorisent l'efficacité. Donc, sans que j'aie de réponse toute faite sur est-ce que le temps est... la réponse, c'est pas mal oui, je dirais. Là. Plus on regarde les évidences. Là. Puis, un autre élément que je voudrais mentionner là, sur le temps, c'est... Excuse-moi, j'ai oublié mon idée. Mais je vais faire un bout de chemin là-dessus parce que moi, j'ai lu, je t'avais parlé que j'ai lu le livre de Sonia Lupien, son plus récent, là, qui parle de la science du stress au travail versus le stress du travail. Elle aborde beaucoup ces notions-là d'argent, de temps. Je pense qu'il y a même des projets de recherche qui ont été faits dans des grosses entreprises pour voir si on garde le même salaire aux gens, mais qu'on amène la semaine à 4 jours semaine ou 4,5. Je ne sais pas si c'est des vraies données publiées, disons, de bonne qualité, mais c'est à se questionner si la rentabilité et l'efficacité au travail réduit vraiment, même si on réduit les heures de travail, peut-être que des fois on maintient l'efficacité ou la productivité au travail, peut-être même des fois on l'augmente, je ne sais pas. Mais c'est cette question-là, en fait, qu'il faut se poser ou en fait que je trouve intéressante à poser. Si les gens ont plus de temps, entre guillemets, puis sont mieux reposés, puis sont dans de meilleures dispositions pour travailler, sans qu'on leur coupe le salaire, sans qu'il y ait de conséquences salariales, est-ce qu'on est gagnant? Je trouve que c'est une question qui est bonne à se poser. Bien, puis il y a certains éléments, puis j'ai retrouvé mon idée. Il y a des pays, par exemple, qui vont comparer le nombre d'heures que tu travailles versus l'efficacité du pays. Ouais. Parmi les pays où on travaille le plus, c'est la Grèce et le Portugal. Et les pays où on travaille le moins, l'Europe du Nord, l'Allemagne. Puis si on compare l'efficacité des pays, globalement, c'est pas le nombre d'heures travaillées qui ont... donc, il faut faire la différence entre l'efficacité et l'efficience. Ouais. L'autre élément qui est un peu populaire, c'est le mouvement FIRE, Financially Independent, Retire Early. Moi, ça me fait un peu de peine de voir ces éléments-là, en ce sens que les gens travaillent comme des fous pour plus tôt dans leur vie arrêter de travailler. Moi, mon réflexe spontané, c'est de dire, prenez donc votre retraite tout de suite. En ce sens, prenez donc un emploi
où vous avez l'impression que qui vous êtes, c'est ce que vous faites. Mhm. Vous n'avez même pas à avoir l'impression de travailler. Ces gens-là, souvent, l'élément principal qu'ils vont mettre de l'avant, c'est « je veux du temps, je veux du temps, je veux du temps ». Mais ils amputent leur temps plus tôt dans leur vie pour en récupérer une plus grande quantité plus tard, sans assurance que la qualité des expériences qu'ils vont vivre dans leur temps plus abondant vont être de qualité. Ouais. Donc, ça, c'est d'autres questions qu'on peut se poser. Mais le temps, c'est la seule variable, la seule justice indépendante. Je veux dire, que vous fassiez 15 milliards ou 100 000, les chances sont que vous n'allez pas vraiment dépasser 100, 120 ans, là, au gros max. Là. Ouais, vous n'allez pas vivre 400 ans. Là. Non, ça c'est vrai. C'est quoi les considérations à prendre avec l'augmentation du télétravail maintenant? Quel impact ça a, positif ou négatif, tu me diras selon ce que tu sais actuellement, sur les motivations au travail ou sur les différents besoins? J'ai ma collègue Anja Olafsson qui est en Norvège qui a eu un financement du gouvernement pour analyser le télétravail dans ce pays-là. Au Québec, il y a plusieurs chercheurs qui s'y sont intéressés. Il y a Sylvie Saint-Onge, Victor Haynes, il y a plusieurs chercheurs, Yannick Provost-Savard à l'UQAM qui s'y intéressent, Ariane Oli-Malater. C'est tous des gens qui seraient plus compétents que moi pour en parler. En même temps, si on prend la lorgnette des 3 besoins, ouais. C'est tout le temps des coûts d'un bord ou de l'autre. Donc, premièrement, il faut savoir que le télétravail, c'est pas possible pour tout le monde. Vous ne pouvez pas être chauffeur de camion ou coiffeuse en télétravail, c'est impossible. Effectivement. Fait que c'est un peu un luxe de riche de certains jobs qu'on peut faire. Les 3 besoins, l'argument anecdotique que j'entends le plus, c'est que ça me permet de plus facilement négocier les différentes frontières de ma vie. Plutôt que de me lever, prendre ma douche, m'habiller, faire 1h30 de transport puis aller travailler, bien, je sauve 3 heures dans ma journée où je peux réinvestir ça dans ma maison. Donc là, vous gagnez en autonomie dans vos interfaces en sphère de vie. En même temps, les gens vont se dire, bien, je suis devant mon logiciel de téléconférence toute la journée, ça m'épuise, je suis fatigué, puis tout ça, bien, vous perdez l'affiliation sociale au profit de l'autonomie. Ouais. Puis là, si on se souvient l'image des 3 pattes du tabouret, bien, vous renforcez une patte pour en affaiblir une autre, peut-être que votre équilibre va être rompu. Là, ce qu'on voit, la pandémie tend à être dans le rétroviseur un peu. Il y a certaines organisations qui vont dire, bien, vous devez venir 2 jours. 3 jours, 4 jours au bureau. Si vous êtes gestionnaire, ça se peut que ça soit plus. Donc, là où il y a un frein, c'est s'il n'y a pas de bonne raison pour faire revenir les gens, c'est normal que les gens résistent. Oui, ça frustre l'autonomie de ne pas comprendre le pourquoi. Exactement. Les meilleures organisations, ça c'est anecdotique, c'est pas scientifique, mais qui semblent avoir réussi, c'est par exemple les organisations qui disent certaines tâches sont mieux réalisées en présence. On vous incite à le faire, puis on va vous donner les moyens pour. C'est ce que Sonia Lupien documente dans son livre. Elle, dans l'analyse de la science qu'elle fait, elle dit que le modèle hybride semble être celui qui a la meilleure qualité d'évidence, autant pour le bien-être que pour la productivité du travail, puis que ce soit plus payant pour l'entreprise. Puis elle dit que justement, le type de travail qu'on fait, c'est du travail de profondeur, d'analyse où on doit être concentré, que ça semble être mieux en télétravail parce qu'on est peut-être mieux disposé à le faire, mais que tout le travail de réunion, de brainstorm, d'équipe, qui aussi génère l'affiliation sociale, elle, ce qu'elle voit, c'est que dans les études, ça semble être mieux d'être en personne et que cet hybride-là semble être ce qui permet de le mieux manier l'équilibre, autant pour le bien-être au travail que pour le bien-être de l'entreprise en productivité. Bien, je suis content de l'apprendre. Oui, bien, si on est capable de procurer les bonnes vitamines au bon moment pour les bonnes tâches, d'après moi, ça peut être contributif. C'est ça, exact. Puis on peut trouver des contre-exemples des deux côtés. Si vous êtes à la maison avec le prétexte de faire du travail de profondeur, mais qu'à chaque 5 minutes, vous avez une notification Teams, voilà. Bien, ça va vous nuire. Non, c'est ça. Si vous êtes au boulot pour faire des rencontres, puis tout le monde cabotine, puis ils sont pas sérieux, bien, vous n'allez pas rencontrer les attentes. Mais Ouais. Puis, les autres données qu'elle partageait dans son livre qui sont intéressantes et qui sont en fait choquantes, c'est le nombre d'heures réellement travaillées dans une journée de 8 heures de travail. Si on calcule les heures productives, là, c'est assez choquant là, d'entendre ça. Puis beaucoup d'organisations vont dire, OK, c'est beau, les gens vont être en télétravail, mais est-ce qu'ils travaillent vraiment? On va juste les surveiller un peu. On ne peut pas s'imaginer une meilleure grenade pour détruire le climat que de se sentir surveillé. Ouais. Pour terminer, dernier segment, j'aimerais ça qu'on fasse des
petite mise en situation avec des réponses courtes. Okay? Juste d'avoir accès à ton cerveau avec toutes les connaissances que tu as, puis de vraiment réfléchir sur des mises en situation de la perspective gestionnaire ou employeur. Okay. On a essayé d'aborder les deux côtés de la médaille. Donc, la première question, c'est dans une entreprise avec nos employés, est-ce qu'on doit s'occuper des gens qui sont plus chialeux, qui demandent plus et qui sont un peu plus, c'est quoi le terme? Bref, qui en demandent plus, oui. Ou qui chialent plus, ou on devrait plus passer notre temps à récompenser les étoiles d'une entreprise? Ma réponse, ça serait occupez-vous des deux, mais pas avec les mêmes moyens. OK. On se rappelle la phrase d'universalité sans uniformité. Quelqu'un qui rouspète, qui chiale, les chances sont à l'effet que ses besoins sont plus frustrés que satisfaits. Donc, votre priorité sera de réduire les irritants avec des attentes très modestes du côté des éléments motivants. Donc, vos faisceaux d'action vont être éteignons les feux avant d'allumer les lanternes. C'est ce qui va être le plus payant. C'est ce qui va être le plus payant avec ce groupe-là. Maintenant, ne négligez pas vos étoiles ou les montgolfières qui permettent de tout le monde d'aller vers le meilleur. Assurez-vous de les récompenser de manière juste, équitable et transparente pour montrer à tout le monde que les récompenses intrinsèques sont accessibles aux personnes qui s'investissent de la bonne façon. Ouais. Donc, je vous dirais, chaque humain est important. La façon de s'occuper de différents problèmes vont être différentes. Et la deuxième que j'aurais, c'est comment on gère les employés qui pourraient se satisfaire du minimum, de la job correcte et qui pourraient trouver que de faire plus que ça, c'est trop demandé. C'est quoi les stratégies à ce moment-là? Ça, il y a des chercheurs qui font des clusters, là, des grappes d'individus, puis ces gens-là, on les appelle les 9-to-5ers. OK. Les gens qui punchent, qui font leur job, ouais. Puis qu'à la fin, c'est fini. Ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'un individu performant remplit ses tâches. Point. Donc, si la personne remplit ses tâches, je dirais pas que c'est utopique, là, mais c'est correct de s'attendre à ce que les gens fassent leur job. Ceci dit, est-ce que c'est souhaitable et souhaité qu'il en fasse plus? La réponse est oui. La performance, c'est faire son emploi, idéalement dépasser les attentes et simultanément ne pas faire de comportement négatif. Donc, ces gens-là qui font le minimum, maintenez l'élan. Essayez de les mettre dans des dispositions favorables pour que, lorsque c'est possible, ils en fassent plus. Mais ce qui est souvent négligé, c'est d'intercepter les comportements qui nuisent. Fait que, anecdotiquement, mettons, quelqu'un qui fait son travail minimalement, mais que pendant 1h30, il dit à ses collègues comment c'est négatif ici, comment ils sont maltraités, comment. Bien, ça, c'est un comportement contre-productif qui doit être intercepté en disant, bien, si tu as des récriminations à faire, dis-nous-les, mais ne maintiens pas un élément négatif, un climat négatif. Donc, j'ai pas de réponse toute faite pour ces gens-là, puis il faut se rappeler que si les gens font leurs tâches, ils les font, c'est correct. Maintenons l'élan. Essayons d'augmenter des éléments sur notre radar. Est-ce qu'ils font des comportements négatifs qu'on devrait ne pas tolérer? Et est-ce qu'on fait tout ce qui est en notre possible pour que lorsque c'est possible, ils en fassent plus? Fait que si on a les deux tableaux de intercepter le négatif puis augmenter le positif, peut-être qu'on augmente les chances de me... Puis peut-être en lien avec ça, comme sous-question, peut-être qu'il y a des liens à faire. Comment on fait pour augmenter l'imputabilité d'un employé? Le besoin d'autonomie, pour qu'il soit satisfait, on ne doit pas être dans le laisser-faire ni dans le contrôle. C'est dans la sphère intermédiaire où on a une structure. Là où ça devient une pente glissante, l'imputabilité, c'est est-ce que je suis en train de mettre sur les épaules de mon employé des responsabilités qui devraient m'incomber comme gestionnaire? Ouais. Ou est-ce que c'est vraiment de l'ordre de la tâche? En psychologie organisationnelle, on apprend que le dénominateur le plus petit de la performance en emploi, c'est la description de tâche. Si on est certain que la tâche peut être donnée et il est raisonnable de s'attendre à ce que la personne le fasse, c'est correct que ça soit dans un indicateur de performance. Les erreurs que je vais voir souvent, c'est des gestionnaires ou des propriétaires qui disent « Ah, mes employés ne se sentent pas imputables », alors que ce
pourquoi ils veulent que ces employés soient imputables, ce sont ses jobs, ses tâches de gestionnaire ou de propriétaire. Donc, je n'ai pas de réponse toute faite, mais si, dans votre fort intérieur, vous savez que c'est structurant, sans être laissé-faire ni contrôlant, vous pouvez mettre des attentes de l'avant puis s'attendre à ce qu'elles soient rencontrées. Mais mon réflexe de chercheur, c'est de dire testez le don. Essayez de voir est-ce que les gens trouvent que c'est excessif ou raisonnable. Ça peut peut-être être une manière de répondre à cet élément-là. La prochaine, c'est peut-être en lien avec ce que j'avais demandé initialement. Tu sais, est-ce qu'on récompense les étoiles ou on porte attention aux gens qui... Et là, je dis chialer, là, mais j'ai pas un meilleur terme, là, mais c'est pas un beau terme là, pour dire. Là. Fait que bref, est-ce qu'on devrait... En fait, comment on gère les personnes qui sont plus axées sur les problèmes qu'il y a dans la gestion, les problèmes dans la façon de faire, sans nécessairement vouloir contribuer aux solutions? Parce que moi, tu sais, moi, j'ai comme un rôle... entre les deux, là, je suis et employé et j'ai un rôle de gestion. Mais ma nature humaine, quand je vois un problème quelque part, c'est au même moment que je nomme le problème, je vais avoir une solution potentielle. Ou je vais amener un élément de réponse dans le sens que je vais être proactif par rapport à ça. C'est quoi la façon de gérer les personnes qui n'ont pas cet élément-là? C'est-à-dire qu'ils sont très, très bons pour voir des problèmes partout, mais qui ne veulent pas nécessairement faire partie de la solution ou contribuer. Il y a ma collègue Joëlle Carpentier qui étudie comment donner du feedback négatif de manière motivante. Et ce que ça permet de faire, ça s'appelle la rétroaction orientée vers le changement. Ouais. Et cette rétroaction-là permet de bien cadrer ce que tu mentionnes. La personne qui rouspète, qui chiale et qui ne veut pas s'approprier sa tâche, qui fait partie de sa description de tâche, on peut lui dire de manière empathique, je le sais qu'il y a des efforts à mettre pour ça. Ensuite, c'est de décrire le problème. La deuxième caractéristique de 6, c'est de décrire le problème. Je vois tel comportement, en même temps, ce qui est attendu, c'est tel comportement. On a un écart. On décrit le problème de manière neutre et objective. Ensuite, on donne des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, puis on incite la personne à faire des choix. As-tu déjà pensé à faire ceci? As-tu regardé ton collègue Joël, il est capable de faire ça? As-tu regardé Gabriel, lui, il serait capable de faire ça? Donc, de donner des choix pour ensuite inciter la personne à passer à l'acte, puis ensuite, c'est de nommer l'objectif. Un employé à ton niveau, on s'entendrait à ce qu'il fasse X, Y, Z, et tout ça, que ça soit livré avec un ton de voix qui est respectueux. Donc, de donner de la rétroaction orientée vers le changement, ça s'apprend. On donne des formations en format 3h30 là-dessus. Puis, pour la situation que tu évoques, au lieu de prendre sous ton aile le problème, puis tout de suite mettre des façons de le régler, ça se peut que la personne elle dise « Ouais, mais ça, c'est ton opinion. Je ne veux pas t'écouter. » Ça met la situation dans le milieu, puis ça met la personne devant le choix. Est-ce que je l'internalise ou je le repousse? Donc, de manière publique, je déclare que je ne veux pas faire mon emploi. Donc, c'est là qu'il réside l'art de donner de la structure sans être contrôlant ni être laissé faire. Donc, ça serait un premier élément. Ouais. Puis si on pousse la situation que tu amènes à l'extrême, c'est peut-être des personnalités difficiles. Mm-hmm. Là, c'est pas mon registre. Ouais. Puis il y a Mathieu Guénette qui vient de sortir un super livre sur les personnalités difficiles, comment les gérer ou les personnes plus tough. Ça, c'est plus dans le registre. C'est un épisode en soi, ça. C'est un épisode en soi. Puis je t'inviterais à inviter Mathieu, il est très bon là-dessus. Là, on tombe dans un autre registre qui est plus quasiment de la pathologie de la personnalité. Ouais. Peut-être que ça marcherait moins, ce que je viens de mentionner, mais globalement, quelqu'un qui est comme un peu déresponsabilisé puis qui ne voit pas que la situation ou le problème lui incombe minimalement, le fait de donner de la rétroaction orientée vers le changement, d'apprendre les habiletés pour le transmettre, ça rend plus facile la transmission de ce message-là. Puis ça permet de dire, il y a une situation entre toi et moi où, à des degrés variables, on doit s'investir pour la régler. Puis là, ça met à profit la volition de l'individu dans un contexte qui permet de s'exprimer naturellement. Ce que je retiens comme point clé, c'est que il y a toujours une façon de donner de la rétroaction ou du feedback qui va être productive puis qui va être orientée vers un changement de comportement, mais qui n'est pas juste orienté sur la critique, dans le fond, qui est orienté vers un mouvement en soi, puis que les gens peuvent améliorer leur capacité à
donner ce genre de feedback-là. Les gestionnaires, là, ils peuvent se former pour être mieux capables de donner un meilleur feedback qui va être plus productif. C'est très beau ce que tu dis. Puis si on l'extrapole, ça pourrait être, on peut être un meilleur parent avec ses enfants. On peut être un meilleur coach en sport avec ses athlètes. Puis il y a même des enquêtes en santé publique où les messages généraux, appelons-le du gouvernement ou du système de la santé, quand on met à profit les 3 besoins, ça facilite l'absorption du message. En tout cas, c'est franchement fascinant de voir les enquêtes parce qu'il y a vraiment des façons de faire qui mettent les chances de notre côté et c'est uniquement lorsqu'on fait confiance à l'être humain qu'on est récompensé en retour. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est un enjeu qui est énorme, là, l'épuisement professionnel. Je ne veux pas qu'on fasse un épisode là-dessus, évidemment, on est à la fin, mais en lien avec les concepts qu'on a abordés aujourd'hui, toi, c'est quoi, à travers quelles lunettes tu perçois l'épuisement professionnel? Puis c'est quoi les facteurs clés à considérer en lien avec ton champ d'expertise? Tu sais, quand tu regardes la théorie de l'autodétermination, les 3 besoins, quel lien tu vois avec l'épuisement et possiblement comme étant une source clé d'intervention pour régler un problème qui est comme global? Oui. L'épuisement, il y a comme 2 manières de catégoriser les symptômes. La première, c'est que l'épuisement sera le cynisme, la dépersonnalisation, l'épuisement émotionnel et la réduction de la performance. Ça, c'est une conceptualisation. La deuxième conceptualisation va dire que tu es épuisé psychologiquement, physiologiquement et émotionnellement. Donc, indépendamment des 2 conceptualisations qu'on utilise, c'est d'être plus fatigué qu'énergisé, globalement. La manière que je l'interprète, si on regarde les enquêtes, l'épuisement va être très fortement prédit par l'insatisfaction ou la frustration des 3 besoins. Donc, si on recule d'un pas, c'est de voir qu'est-ce qui empêche la satisfaction des 3 besoins et qu'est-ce qui va faciliter la frustration des 3 besoins qu'on devrait arrêter de faire. Donc, le cliché, c'est le cliché. Les recherches montrent que des demandes excessives par rapport à des ressources insuffisantes vont susciter l'épuisement. Mais on va aller dans un autre registre juste pour se poser des questions intéressantes. Là, c'est les enquêtes sur le workaholisme. Les gens là, qui s'investissent à fond dans le travail. Le fait de s'investir à fond dans le travail, ce n'est pas un problème. Si les heures que vous investissez sont librement choisies, et vous avez du plaisir et le sens à le faire. Si les heures sont investies par culpabilité, par honte ou pour aller rechercher des récompenses sociales ou matérielles, elles seront épuisantes. Donc, le nombre d'heures jusqu'à une certaine limite n'est pas important. C'est qu'est-ce que vous vivez dans ces heures-là qui est important. Et si les heures que vous vivez vous amènent à vivre souvent, longtemps et intensément de la frustration des 3 besoins, c'est clair que votre tête va se fatiguer, vos émotions vont être épuisées, puis votre corps va se fatiguer. Puis un autre registre, c'est si je me dépense beaucoup dans différentes filières énergétiques, je mets toute ma tête dans ma job, j'y mets des efforts colossaux au niveau émotionnel, puis mon corps me demande beaucoup, mais je mets les efforts. Si vous êtes capable de bien récupérer, de recharger vos batteries, ce ne sera pas un problème. D'épuiser ces ressources pour les recharger par la suite, c'est exactement le principe de l'entraînement. Donc, les mêmes principes s'appliquent au niveau des emplois. De vider ses batteries, c'est pas un problème si vous pouvez les recharger. Ouais, OK. Ben, tu vois, c'est intéressant. C'est comme si ça m'amène 2 façons d'analyser la chose, puis le parallèle avec l'entraînement est excellent. Tu demandes à ton organisme de t'adapter à quelque chose, mais il faut que tu lui donnes le repos et les ressources pour s'adapter. Fait que si on dit que la contrainte d'entraînement, c'est les tâches de travail ou le travail en soi, il faut que tu sois capable de récupérer assez pour être capable d'en faire plus ou en fait de répondre à cette demande-là. Et à l'interne, en soi, dans les tâches ou dans le travail, là, il faut que les 3 besoins soient, disons, satisfaits. Fait qu'il y a comme les 2 façons de le voir. Il y a l'équilibre entre la demande puis le repos pour récupérer et à l'intérieur de la demande même, comment les 3 besoins sont frustrés ou satisfaits. C'est exactement ça. Puis la récupération, c'est une chercheure allemande qui s'appelle Sabine Sonnentag. Elle a fait des travaux fascinants là-dessus. Puis c'est de savoir comment je récupère à tous les jours, à toutes les semaines, à tous les mois, puis à l'année. Si vous regardez en France, le minimum de semaines, là, c'est 1 mois ou jusqu'à 6 semaines de vacances. Au Québec, le minimum, c'est 2. Qui fait le meilleur choix? Puis tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. À tous les jours, est-ce que je suis capable de me débrancher activement
de mon travail pour me rebrancher sur une autre activité. Quand je m'en vais au entraînement de mon club de ski de fond, après 1 heure à monter des marches, là, c'est clair que je ne pense pas à la réunion du lendemain. Ouais. Je me suis activement désengagé et réinvesti ailleurs, ce qui me permet ensuite de revenir activement. Donc, la récupération d'énergie, il faut la penser avec différents horizons temporels. Puis, si vous êtes capable de voir que vous investissez vos énergies et que vous êtes capable de maintenir votre durée, bien, c'est là que vous allez peut-être trouver un équilibre, justement. On va conclure cet épisode avec ce dernier aspect. Puis, peut-être juste si tu avais un point clé à retenir de la perspective, tu sais, on a comme séparé la perspective employeur-employé. Si tu veux que les employeurs en général retiennent un élément clé de notre discussion, ce serait lequel? Investissez massivement à satisfaire les 3 besoins. Questionnez-vous sur les 3 besoins. Cherchez à comprendre ces 3 besoins-là dans votre population et vous allez être gagnant. L'erreur que je vois souvent, c'est d'assumer erronément, basé sur des intuitions, plein de trucs différents. Moi, j'aime bien la recherche, puis je suis allé en recherche parce que justement, ça écarte l'opinion. Bien, il y a toujours des opinions, puis on n'est jamais entièrement objectif, là. C'est la meilleure façon de s'en rapprocher. Ou si c'est pas la meilleure, c'est la moins pire, là. Puis il y a différents faisceaux que je pourrais dire, là. Par exemple, utilisez plus souvent les forces de vos employés que les faiblesses. Puis il y a des questionnaires gratuits qui existent pour mesurer les forces, entre autres le Values in Action. Investissez ce moyen-là, ça ne coûte rien. Ayez pas peur de faire connaître les forces. Il y a des sondages d'engagement qui existent. On en a traduit un qui utilise la théorie de l'autodétermination en français. Là, la plateforme, c'est Motivation Works. Cette plateforme-là permet de sonder tous vos employés sur les 3 besoins. Puis la beauté de la chose, c'est que ça donne des indices individuels sur comment augmenter la qualité des motivations. Ça donne des indices aux gestionnaires sur comment augmenter la qualité des motivations. Puis ça donne des indices pour l'organisation sur comment augmenter la qualité des motivations. Donc, les 3 besoins, si on les connaît, si on les comprend, si on agit dessus, on va voir qu'on opère parfois dans les mauvais registres. On doit changer notre fusil d'épaule, puis on va être gagnant et tout le monde va être gagnant, à la fois l'employé et l'employeur. Puis, si tu avais à conclure en disant ton point clé à retenir pour les gens qui sont à l'écoute et qui sont plus du côté employé, en lien avec les concepts discutés aujourd'hui. Ça serait un peu les mêmes considérations avec l'emphase la question, moi, que ma blonde m'avait posée, puis ça m'avait bien marqué, puis c'est qu'est-ce que tu veux vivre à tous les jours? Puis cette question-là, lorsqu'on la renseigne avec les 3 besoins, c'est de se dire qu'est-ce que je veux vivre à tous les jours qui me permet à moi d'avoir mes vitamines. Puis la réponse va être éminemment personnelle. C'est ça la beauté de l'humanité, c'est qu'il y a plein d'éléments communs qu'on a, les 8 milliards d'humains, mais chacun est éminemment individuel. Donc, si on se questionne sur comment personnellement je peux être authentique, comment personnellement je peux être efficace, comment personnellement je peux contribuer à cette aventure commune qui est l'humanité, ça donne du vent dans les voiles. Puis des fois, ça amène des conversations courageuses. Je voyais dans une formation la semaine passée une dame qui a fait des choix difficiles dans sa vie personnelle pour se réorienter, retourner à l'école, puis tout ça. Mais elle dit, vous savez, là, je pense que je ne prendrai jamais ma retraite. Fait que ça, cette personne-là, elle a fait des choix courageux. Est-ce qu'elle aurait dû faire ces choix-là? Elle disait, oui, j'aurais dû les faire, mais il y avait différentes circonstances. Il ne faut pas se sentir mal. À tout moment, on peut changer. Puis moi, il y a une phrase d'un président américain qui m'a beaucoup marqué, je ne me souviens jamais c'est lequel le président, mais il avait dit « Fais ce que tu peux avec ce que tu as où tu es. » Puis lorsqu'on a les 3 besoins, des fois, ça va être des solutions imparfaites, mais elles tendent vers l'excellence. Ouais. Donc, mon conseil, c'est ayez pas peur de vous fier à l'étoile du Nord qui est les 3 besoins. Puis je le répète, il y a plus que 3 besoins. Ouais. Si on veut compléter le portrait, on peut descendre dans la liste. Mais ces 3-là, là, vous mettez pas mal les chances de votre côté. On ne se trompe pas. Ouais. Jacques, merci énormément pour cet épisode très en anglais, on dit eye-opening. Je ne sais pas c'est quoi la traduction francophone, mais disons... c'est éclairant. Éclairant. Puis, pour en savoir plus, j'invite les gens, ceux qui écoutent en vidéo, voient qu'on avait ton livre sur la table tout le long. Je pense qu'on en avait parlé dans le premier épisode. Il venait tout juste de sortir, si je ne me trompe pas. Donc, les gens qui ont
aimé la discussion, qui veulent aller plus loin. Puis moi, je l'ai lu, ton livre, ça s'appelle « Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination », que tu as écrit avec des collègues, je crois. Oui, exact. Puis, c'est un livre qui est très concret autant pour employés, employeurs, donne des choses à faire, des devoirs en tant que tels. Donc, on comprend mieux la théorie, on comprend le modèle, on comprend les besoins, puis on comprend c'est quoi les actions concrètes qu'on peut passer, qu'on peut poser, indépendamment de notre rôle ou de notre place dans une organisation. Fait que, un livre très intéressant. Puis, tu as parlé de la plateforme Motivation Works, qui est fait plus d'intérêt pour les employeurs, les patrons d'organisation. Oui. Si les gens veulent en savoir plus, il y a un site web. Un site web qui est juste en anglais. Si vous voulez accès aux informations francophones, c'est de m'écrire à l'UQAM, forêt.jacques@uqam.ca. Excellent. Fait que merci encore, puis au plaisir de se reparler. Merci beaucoup.